Émile Zola, L'Assommoir. Chapitre 3. Gervaise ne voulait pas de noces, encore bon dépenser de l'argent. Puis, elle restait un peu honteuse. Il lui semblait inutile d'étaler le mariage dans tout le quartier. Mais Coupeau serait crié. On ne pouvait pas se marier comme ça, sans manger un morceau ensemble. Lui se battait joliment l'œil du quartier. Oh, quelque chose de tout simple. Un petit tour de balade l'après-midi en attendant d'aller tordre le cou à un lapin, au premier gargot venu. Et pas de musique au dessert, bien sûr. Pas de clarinette pour secouer le panier aux crottes des dames. Histoire de trinquer seulement, avant de revenir faire dodo, chacun chez soi. Le zingueur, plaisantant, rigolant, décida la jeune femme, lorsqu'il lui eut juré qu'on ne s'amuserait pas. Il ouvrait l'œil sur les verres, pour empêcher les coups de soleil. Alors, il organisa un pique-nique à 100 sous par tête, chez Auguste, au Moulin d'Argent, boulevard de la Chapelle. C'était un petit marchand de vin dans les prix doux, qui avait un bastringue au fond de son arrière-boutique, sous les 3 acacias de sa cour. Au premier, on serait parfaitement bien. Pendant 10 jours, il racola des convives dans la maison de sa sœur, rue de la Goutte d'Or. Monsieur Madinier, Mademoiselle Remanjou, Madame Gaudron et son mari. Il finit même par faire accepter à Gervaise 2 camarades, Bibi la Grillade et mes bottes. Sans doute, mes bottes levaient le coude, mais il avait un appétit si farce qu'on invitait toujours dans les pique-niques à cause de la tête du marchand de soupe en voyant ce sacré trou-là avaler ses 12 livres de pain. La jeune femme, de son côté, promit d'amener sa patronne, Madame Fauconnier, et les boches, de très braves gens. Tout compte fait, on se trouverait 15 à table. C'était assez. Quand on est trop de monde, ça se termine toujours par des disputes. Cependant, Coupeau n'avait pas le sou. Se cherchant à crâner, il entendait agir en homme propre. Il emprunta 50 francs à son patron. Là-dessus, il acheta d'abord l'Alliance, une alliance d'or de 12 francs, que Lorieux lui procura en fabrique pour 9 francs. Il se commanda ensuite une redingote, un pantalon et un gilet, chez un tailleur de la rue Mira, auquel il donna seulement un acompte de 25 francs. Ses souliers vernis et son bolivar pouvaient encore marcher. Quand il eut mis de côté les 10 francs du pique-nique, son écho et celui de Gervaise, les enfants devant passer par-dessus marché, il lui resta tout juste 6 francs, le prix du messe à l'hôtel des pauvres. Certes, il n'aimait pas les corbeaux, ça lui crevait le cœur de porter ces 6 francs à ces calfâtres-là, qui n'en avaient pas besoin pour se tenir le gosier frais. Mais un mariage sans messe, on avait beau dire, ce n'était pas un mariage. Il alla lui-même à l'église marchander, et pendant 1 heure, il s'attrapa avec un vieux petit prêtre, en soutane sale, voleur comme une fruitière. Il avait envie de lui ficher des calottes. Puis, par blague, il lui demanda s'il ne trouverait pas, dans sa boutique, une messe d'occasion, point trop détériorée, et dont un couple bon enfant ferait encore son beurre. Le vieux petit prêtre, tout en grognant que Dieu n'aurait aucun plaisir à bénir son union, finit par lui laisser sa messe à 5 francs. C'était toujours 20 sous d'économie. Il lui restait 20 sous. Gervaise, elle aussi tenait à être propre. Dès que le mariage fut décidé, elle s'arrangea. Fit des heures en plus le soir, arriva à mettre 30 francs de côté. Elle avait une grosse envie d'un petit mantelet de soie, affiché 13 francs, rue du Faubourg-Poissonnière. Elle se le paya, puis racheta pour 10 francs au mari d'une blanchisseuse morte dans la maison de Madame Fauconnier, une robe de laine gros bleu, qu'elle refit complètement à sa taille. Avec les 7 francs qui restaient, elle eut une paire de gants de coton, une rose pour son bonnet, et des souliers pour son nez Claude. Heureusement, les petits avaient des blouses possibles. Elle passa 4 nuits, nettoyant tout, visitant jusqu'au plus petit trou de ses bas et de sa chemise. Enfin, le vendredi soir, la veille du grand jour, Gervaise et Coupeau, en rentrant du travail, eurent encore à traîner jusqu'à 11 heures. Puis, avant de se coucher, chacun chez soi, ils passèrent une heure ensemble, dans la chambre de la jeune femme, bien contents d'être au bout de cet embarras. Malgré leur résolution de ne pas se casser les côtes dans le quartier, ils avaient fini par prendre les choses à cœur et par s'éreinter. Quand ils se dirent bonsoir, ils dormaient doux. Et tout de même, ils poussaient un gros soupir de soulagement. Maintenant, c'était réglé. Coupeau avait pour témoin Monsieur Madinier et Bibi la Grillade. Gervaise comptait sur Lorieux et sur Boche. On devait aller tranquillement à la mairie, à l'église, tous les 6, sans traîner derrière soi une queue de monde. Les 2 sœurs du marié avaient même déclaré qu'elles resteraient chez elles, leur présence n'étant pas nécessaire. Seule, maman Coupeau s'était mise à pleurer, en disant qu'elle partirait plus en avant pour se cacher dans un coin, et on avait promis de l'emmener. Quant au rendez-vous de toute la société, il était fixé à 1 heure, au Moulin d'Argent. De là, on irait gagner la fin dans la plaine Saint-Denis, on prendrait le chemin de fer, et on retournerait à pattes, le long de la grande route. La partie s'annonçait très bien. Pas une bosse à toute la vallée, mais un brin de rigolade, quelque chose de gentil et d'honnête. Le samedi matin, en s'habillant, Coupeau fut pris d'inquiétude devant sa pièce de 20 sous. Il venait de songer que, par politesse, il lui faudrait offrir un verre de vin et une tranche de jambon au témoin, en attendant le dîner. Puis il y aurait peut-être des frais imprévus. Décidément, 20 sous, ça ne suffisait pas. Alors, après s'être chargé de conduire Claude et Étienne chez Madame Boche, qui devait les amener le soir au dîner, il courut rue de la Goutte d'Or et monta carrément, emprunter 10 francs à Lorieux. Par exemple, ça lui écorchait le gosier, car il s'attendait à la grimace de son beau-frère. Celui-ci grogna, ricana d'un air de mauvaise bête, et finalement prêta les 2 pièces de 100 sous. Mais Coupeau entendit sa sœur qui disait entre ses dents que ça commençait bien. Le mariage à la mairie était pour 10h30. Il faisait très beau, un soleil du tonnerre, rôtissant les rues. Pour ne pas être regardés, les mariés, la maman et les 4 témoins se séparèrent en 2 bandes. En avant, Gervaise marchait au bras de Lorieux, tandis que Monsieur Baninier conduisait maman Coupeau, puis à 20 pas, sur l'autre trottoir venaient Coupeau, Boche et Bibi la Grillade. Ces 3-là étaient en redingote noire, le dos rond, le bras ballon. Boche avait un pantalon jaune. Bibi la Grillade, boutonné jusqu'au cou, sans gilet, laissait passer seulement un coin de cravate roulé en corde. Seul, Monsieur Matinier portait un grand habit à queue carrée, et les passants s'arrêtaient pour voir ce monsieur promenant la grosse mère Coupeau, en châle vert, en bonnet noir, avec des rubans rouges. Gervaise, très douce, gaie, dans sa robe la plus dure, les épaules serrées sous un étroit mantelet, écoutait complaisamment les ricanements de Lorieux, perdu au fond d'un immense paletot-sac, malgré la chaleur. Puis, de temps à autre, au coude des rues, elle tournait un peu la tête, jetait un fin sourire à Coupeau, que ses vêtements neufs, luisant au soleil, gênés. Tout en marchant très lentement, ils arrivèrent à la mairie une grande demi-heure trop tôt. Et comme le maire fut en retard, leur tour vint seulement vers 11 heures. Ils attendirent sur des chaises, dans un coin de la salle, regardant le haut plafond et la sévérité des murs, parlant bas, reculant leur siège par excès de politesse, chaque fois qu'un garçon du bureau passait. Pourtant, à demi-voix, il traitait le maire de fainéant. Il devait être pour sûr chez sa blonde, à frictionner sa goutte. Peut-être bien aussi qu'il avait avalé son écharpe. Mais quand le magistrat parut, ils se levèrent respectueusement. On les fit rasseoir. Alors, ils assistèrent à 3 mariages, perdus dans 3 noces bourgeoises, avec des mariés en blanc, des fillettes frisées, des demoiselles à ceinture rose, des cortèges interminables de messieurs et de dames sur le 31. L'air très comme il faut. Puis, quand on les appela, ils faillirent ne pas être mariés, Bibi la Grillade ayant disparu. Boche le retrouva en bas, sur la place, fumant une pipe. Aussi, j'étais encore de jolis cocos dans cette boîte, de se ficher du monde, parce qu'on n'avait pas de gambure frais à leur mettre sous le nez. Et les formalités, la lecture du code, les questions posées, la signature des pièces furent expédiées si rondement qu'ils se regardèrent, se croyant voler d'une bonne moitié de la cérémonie. Gervaise, étourdie, le cœur gonflé, appuyait son mouchoir sur ses lèvres. Maman Coupeau pleurait à chaudes larmes. Tous s'étaient appliqués sur le registre, dessinant leurs noms en grosses lettres boiteuses. Sauf le marié, qui avait tracé une croix, ne sachant pas écrire. Ils donnèrent chacun 4 sous pour les pauvres. Lorsque le garçon remit à Coupeau le certificat de mariage, celui-ci, le coup de poussé par Gervaise, se décida à sortir encore 5 sous.
La trotte était bonne de la mairie à l'église. En chemin, les hommes prirent de la bière, maman Coupeau et Gervaise, du cassis avec de l'eau. Et ils eurent à suivre une longue rue, où le soleil tombait d'aplomb, sans un filet d'ombre. Le bedeau les attendait au milieu de l'église vide. Il les poussa vers une petite chapelle, en leur demandant furieusement si c'était pour se moquer de la religion qu'ils arrivaient en retard. Un prêtre vint à grande enjambée, l'air maussade, la face pâle de faim, précédé par un clerc surplissal qui trottinait. Il dépêcha sa messe, mangeant les phrases latines, se tournant, se baissant, élargissant les bras, en hâte, avec des regards obliques sur les mariés et sur les témoins. Les mariés, devant l'autel, très embarrassés, ne sachant pas quand il fallait s'agenouiller, se lever, attendaient un geste du clerc. Les témoins, pour être convenables, se tenaient debout tout le temps, tandis que maman Coupeau, reprise par les larmes, pleurait dans le livre de messe qu'elle avait emprunté à une voisine. Cependant, midi avait sonné, la dernière messe était dite, l'église s'emplissait du piétinement des sacristains, du vacarme des chaises remises en place. On devait préparer le maître-autel pour quelque fête, car on entendait le marteau des tapissiers clouant des tentures. Et, au fond de la chapelle perdue, dans la poussière d'un coup de balai donné par le bedeau, le prêtre, à l'air maussade, promenait vivement ses mains sèches sur les têtes inclinées de Gervaise et de Coupeau, et semblait les unir au milieu d'un déménagement, pendant une absence du bon Dieu, entre deux messes sérieuses. Quand la noce eut de nouveau signé son registre, à la sacristie, et qu'elle se retrouva en plein soleil sur le porche, elle resta un instant là, ahurie, essoufflée d'avoir été menée au galop. Voilà, dit Coupeau avec un rire gêné. Il se dandinait, il ne trouvait rien là de rigolo. Pourtant, il ajouta. Ah ben, ça ne traîne pas. Il vous envoie ça en 4 mouvements. C'est comme chez le dentiste. On n'a pas le temps de crier, ouf, il marie sans douleur. Oui, oui, la belle ouvrage, murmura Lorieux en ricanant. Ça se bâcle en 5 minutes et ça tient toute la vie. Ah, ce pauvre cadet Cassy, va. Et les 4 témoins donnèrent des tapes sur les épaules du zingueur qui faisait le gros dos. Pendant ce temps, Gervaise embrassait maman Coupeau, souriante, les yeux humides pourtant. Elle répondait aux paroles entrecoupées de la vieille femme. N'ayez pas peur, je ferai mon possible. Si ça tournait mal, ça ne serait pas de ma faute. Non, bien sûr, j'ai trop envie d'être heureuse. Enfin, c'est fait, n'est-ce pas? C'est à lui à moi de nous entendre et d'y mettre du nôtre. Alors, on alla droit au moulin d'argent. Coupeau avait pris le bras de sa femme. Il marchait vite, riant comme emporté, adoucissant pas devant les autres, sans voir les maisons, ni les passants, ni les voitures. Les bruits assourdissants du faubourg sonnaient des cloches à leurs oreilles. Quand ils arrivèrent chez le marchand de vin, Coupeau commanda tout de suite 2 litres, du pain et des tranches de jambon, dans le petit cabinet vitré du rez-de-chaussée, sans assiette ni nappe, simplement pour casser une croûte. Puis voyant Boche et Bibi la grillade montrer un appétit sérieux, il fit venir un 3e litre et un morceau de brie. Maman Coupeau n'avait pas faim, elle était trop suffoquée pour manger. Gervaise, qui mourait de soif, buvait de grands verres d'eau à peine rouges. Ça me regarde, dit Coupeau, en passant immédiatement au comptoir, où il paya 4 francs 5 sous. Cependant, il était 1 heure, les invités arrivaient. Madame Fauconnier, une femme grasse, belle encore, parut la première. Elle avait une robe écrue, à fleurs imprimées, avec une cravate rose et un bonnet très chargé de fleurs. Ensuite, vinrent ensemble Mademoiselle Remanjou, toute fluette dans l'éternelle robe noire qu'elle semblait garder même pour se coucher, et le ménage Coudron. Le mari, d'une odeur de brute, faisait craquer sa veste brune au moindre geste. La femme, énorme, étalant son ventre de femme enceinte, dont sa jupe, d'un violet cru, élargissait encore la rondeur. Coupeau expliqua qu'il ne faudrait pas attendre les bottes. Le camarade devait retrouver la noce sur la route de Saint-Denis. Ah bien, s'écria Madame Lerat en entrant, nous allons avoir une sacrée saucisse, ça va être drôle là. Et elle appela la société sur la porte du marchand de vin pour voir les nuages. Un orage à noir d'encre qui montait rapidement au sud de Paris. Madame Lerat, l'aînée des Coupeaux, était une grande femme, sèche, masculine, parlant du nez, fagottée dans une robe puce trop large, dont les lots effilés la faisaient ressembler à un caniche maigre sortant de l'eau. Elle jouait avec une ombrelle, comme avec un bâton. Quand elle eut embrassé Gervaise, elle reprit. Vous n'avez pas idée, on ressent un soufflet dans la rue. On dirait qu'on vous jette du feu à la figure. Tout le monde déclara alors sentir l'orage depuis longtemps. Quand on était sorti de l'église, M. Manigny avait bien vu ce dont il retournait. Lorieux racontait que ses corps l'avaient empêché de dormir à partir de 3 heures du matin. D'ailleurs, ça ne pouvait pas finir autrement. Voilà 3 jours qu'il faisait vraiment trop chaud. Ça va peut-être couler, répétait Coupeau, debout à la porte, interrogeant le ciel d'un regard inquiet. On n'attend plus que ma sœur. On pourrait tout de même partir si elle arrivait. Madame Lorieux, en effet, était en retard. Madame Lerat venait de passer chez elle pour la prendre, mais comme elle avait trouvé en train de mettre son corset, elles s'étaient disputées toutes les deux. La grande veuve ajouta à l'oreille de son frère. J'ai planté là. Elle est d'une humeur. Tu verras quelle tête. Et la noce dut patienter un quart d'heure encore, piétinant dans la boutique du marchand de vin, coudoyée, bousculée au milieu des hommes qui entraient boire un canon sur le comptoir. Par moments, Boche ou Madame Fauconnier ou Bibi la grillade se détachaient, s'avançaient au bord du trottoir, les yeux en l'air. Ça ne coulait pas du tout. Le jour baissé, puis souffle de vent rasant le sol, on levait de petits tourbillons de poussière blanche. Au premier coup de tonnerre, Mademoiselle Remanjou se signa. Tous les regards se portaient avec anxiété sur l'œil de bœuf, au-dessus de l'Atlas. Il était déjà 2h moins 20. Allez-y, cria Coupeau, voilà les anges qui pleurent. Une rafale de pluie balayait la chaussée, où les femmes fuyaient en tenant leur jupe à 2 mains. Et ce fut sous cette première ondée que Madame Lorieux arriva enfin, essoufflée, furibonde, se battant sur le sol avec son parapluie, qui ne voulait pas se fermer. Oh, a-t-on jamais vu, dit-elle. Ça m'a pris juste à la porte. J'avais envie de remonter et de me déshabiller. J'aurais crûment bien fait. Oh, elle est jolie, la noce. Je le disais, je voulais tout renvoyer un samedi prochain. Et il pleut parce qu'on n'a pas écouté. Tant mieux que le ciel crève. Coupeau essaya de la calmer, mais elle l'envoya coucher. Ce ne serait pas lui qui verrait sa robe si elle était perdue. Elle avait une robe de soie noire, dans laquelle elle étouffait. Le corsage, trop étroit, tirait sur les boutonnières, la coupait aux épaules, et la jupe, taillée en fourreau, lui serrait si fort les cuisses qu'elle devait marcher à tout petit pas. Pourtant, les dames de la société la regardaient les lèvres pincées, les émues de sa toilette. Elle ne parut même pas voir Gervaise, assise à côté de maman Coupeau. Elle appela Lorieux, lui demanda son mouchoir, puis dans un coin de la boutique, soigneusement, elle essuya une à une les gouttes de pluie roulées sur la soie. Cependant, l'ondée avait brusquement cessé. Le jour baissait encore, il faisait presque nuit. Une nuit livide, traversée par de larges éclairs. Bibi la grillade répétait en riant qu'il allait tomber des curés, bien sûr. Alors, l'orage éclata avec une extrême violence. Pendant une demi-heure, l'eau tomba à seau. La foudre gronda sans relâche. Les hommes, debout devant la porte, contemplaient le voile gris de l'averse, les ruisseaux grossis, la poussière d'eau volante montant du clapotement des flaques. Les femmes s'étaient assises, effrayées, les mains aux yeux. On ne causait plus, la gorge un peu serrée. Une plaisanterie risquée sur le tonnerre par Boche, disant que Saint-Pierre éternue là-haut, ne fait sourire personne. Et quand la foudre espassa ses coups, se perdit au loin, la société recommença à s'impatienter, se fâcha contre l'orage, jurant et montrant les poings en nuit. Maintenant, du ciel couleur de cendre, une pluie fine, tombée, interminable. Il est 2 heures passées, cria Madame Lorieux. Nous ne pouvons pourtant pas coucher ici. Mademoiselle Remanjou ayant parlé d'aller à la campagne tout de même, quand on devrait s'arrêter dans le fossé des fortifications, la noce se récria. Le chemin devait être joli, on ne pourrait seulement pas s'asseoir sur l'herbe. Puis, ça ne paraissait pas fini, il en viendrait peut-être une saucée. Coupeau, qui suivait des yeux à nous voyer tremper marchant tranquillement sous la pluie, murmura. Si cet animal de mes bottes nous attend sur la route de Saint-Denis, il n'attrapera pas un coup de soleil. Cela fit rire, mais la mauvaise humeur grandissait. Ça devenait crevant à la fin. Il fallait décider quelque chose. On ne comptait pas sans doute se regarder comme ça, le blanc des yeux jusqu'au dîner. Alors pendant un quart d'heure, en face de l'averse entêtée, on se creusa le cerveau. Bibi la grillade proposait de jouer aux cartes. Boche, le tempérament polisson et sournois, savait un petit jeu bien drôle, le jeu du confesseur.
Madame Caudron parlait d'aller manger de la tarte aux oignons, chose qu'elle en court. Madame Lerat aurait souhaité qu'on racontât des histoires. Caudron ne s'embêtait pas, on se trouvait bien là, offrait seulement de se mettre à table tout de suite. Et à chaque proposition, on discutait, on se fâchait. C'était bête, ça endormirait tout le monde, on les prendrait pour des motards. Puis, comme Lorieux voulait dire son mot, trouver quelque chose de bien simple, une promenade sur les boulevards extérieurs jusqu'au Père-Lachaise, où l'on pourrait voir le tombeau d'Héloïse et d'Adlar, si on avait le temps. Madame Lorieux, ne se contenant plus, éclata. Elle fichait le camp, elle. Voilà ce qu'elle faisait. Est-ce qu'on se moquait du monde? Elle s'habillait, elle recevait la pluie, et c'était pour s'enfermer chez un marchand de vin? Non, non, elle en avait assez d'une noce comme ça. Elle préférait son chez elle. Coupeau et Lorieux durent barrer la porte. Elle répétait. Ôtez-vous de là, je vous dis que je m'en vais. Son mari, ayant réussi à la calmer, Coupeau s'approcha de Gervaise, toujours tranquille, dans son coin, causant avec sa belle-mère et madame Fauconnier. Mais vous ne proposez rien, vous, dit-il sans oser encore la tutoyer. Oh, tout ce qu'on voudra, répondit-elle en riant. Je ne suis pas difficile. Sortons, ne sortons pas, ça m'est égal. Je me sens très bien, je n'en demande pas plus. Mais elle avait en effet la figure tout éclairée d'une joie paisible. Depuis que les invités se trouvaient là, elle parlait à chacun d'une voix un peu basse et émue, mais raisonnable, sans se mêler aux disputes. Pendant l'orage, elle était restée les yeux fixes, regardant les éclairs, comme voyant des choses graves, très loin dans l'avenir, à ses lueurs brusques. M. Madinier, pourtant, n'avait encore rien proposé. Il était appuyé contre le comptoir, les pans de son habit écartés, gardant son importance de patron. Il cracha longuement, roula ses gros yeux. Mon Dieu, dit-il, on pourrait aller au musée. Et il se caressa le menton en consultant la société d'un clignement des paupières. Il y a des antiquités, des images, des tableaux, un tas de choses. C'est très instructif. Peut-être bien que vous ne connaissez pas ça. Oh, c'est à voir, au moins une fois. La noce se regardait, se tâtait. Non, Gervaise ne connaissait pas ça. Madame Fauconnier non plus, ni Bosch, ni les autres. Coupeau croyait bien être monté un dimanche, mais il ne se souvenait plus bien. On hésitait cependant. Parce que Madame Lorieux, sur laquelle l'importance de M. Madinier produisait une grande impression, trouva l'offre très comme il faut, très honnête. Puisqu'on sacrifie la journée et qu'on est habillé, autant valait-il visiter quelque chose pour son instruction. Tout le monde approuva. Alors, comme la pluie tombait encore un peu, on emprunta un marchand de vin des parapluies, de vieux parapluies, bleus, verts, marrons, oubliés par les clients, et l'on partit pour le musée. La noce tourna à droite, descendit dans Paris par le faubourg Saint-Denis. Pau et Gervaise marchaient de nouveau en tête, courant, devançant les autres. M. Madinier donnait maintenant le bras à Madame Lorieux, maman Coupeau étant restée chez le marchand de vin, à cause de ses jambes. Puis venaient Lorieux et Madame Lerat, Bosch et Madame Fauconnier, Bibi la Criade et Mademoiselle Remanjou, enfin le ménage Caudron. On était 12. Ça faisait encore une jolie queue sur le trottoir. Oh, nous n'y sommes pour rien, je vous jure, expliquait Madame Lorieux à M. Madinier. Nous ne savons pas où il l'a prise, ou plutôt, nous ne savons que trop, mais ce n'est pas à nous parler, n'est-ce pas? Mon mari a dû acheter l'alliance. Ce matin, au saut du lit, il a fallu leur prêter 10 francs, sans quoi rien ne se faisait plus. Une mariée qui n'amène seulement pas un parent à sa noce, elle dit avoir à Paris une sœur charcutière. Pourquoi ne l'a-t-elle pas invitée alors? Elle s'interrompit pour montrer Gervaise que la pente du trottoir faisait fortement boiter. Regardez-la, s'il est permis. Oh, la bonbon. Et ce mot, la bonbon, courut dans la société. Lorieux ricanait, disait qu'il fallait l'appeler comme ça. Mais Madame Fauconnier prenait la défense de Gervaise. On avait tort de se moquer d'elle. Elle était propre, comme un sou, et abattait fièrement l'ouvrage quand il le fallait. Madame Lerat, toujours pleine d'allusions polissonnes, appelait la jambe de la petite une quille d'amour. Et elle ajoutait que beaucoup d'hommes aimaient ça, sans vouloir s'expliquer davantage. La noce, débouchant de la rue Saint-Denis, traversa le boulevard. Elle attendit un moment devant le flot de voitures, puis elle se risqua sur la chaussée, changée par l'orage en une mare de boue coulante. L'ondée reprenait. La noce venait d'ouvrir les parapluies, et sous les riflards lamentables, balancés à la main des hommes, les femmes se retroussaient, le défilé s'espaçait dans la crotte, tenant d'un trottoir à l'autre. Alors, deux voyous crièrent à la chalie, les premières accoururent. Des boutiquiers, les ramusés, se haussèrent derrière leur vitrine. Au milieu du grouillement de la foule, sur les fonds gris et mouillés des boulevards, les couples, en procession, mettaient des taches violentes. La robe gros bleu de Gervaise, la robe écrue à fleurs imprimées de Madame Fauconnier, le pantalon jaune canari de Bosch, une raideur de gens endimanchés, donnaient des drôleries de carnaval à la redingote luisante de Coupeau et à l'habit carré de M. Madinier, tandis que la belle toilette de Madame Lorieux, les effilés de Madame Lerat, les jupes fripées de Mademoiselle Remanjou, mêlaient les modes, traînaient à la file et décrochaient ça du luxe des pauvres. Mais c'était surtout les chapeaux de messieurs qui égayaient, de vieux chapeaux conservés, ternis par l'obscurité de l'armoire, avec des formes pleines de comiques, hautes, évasées, en pointe, des ailes extraordinaires, retroussées, plates, trop larges ou trop étroites. Et des sourires augmentaient encore, quand, tout au bout, pour clore le spectacle, Madame Caudron, la gardeuse, s'avançait dans sa robe d'un violet cru, avec son ventre de femme enceinte qu'elle portait énorme, très en avant. La noce, cependant, ne hâtait point sa marche, bonne enfant, heureuse d'être regardée, s'amusant des plaisanteries. Tiens, la mariée, cria un des voyous en montrant Madame Caudron. Ah, malheur, elle a avalé un rude pépin. Toute la société éclata de rire. Bibi la Criade se tournant dit que le gosse avait bien envoyé ça. La gardeuse riait le plus fort, s'étalait. Ce n'était pas déshonorant, au contraire. Il y avait plus d'une dame qui louchait en passant et qui aurait voulu être comme elle. On s'était engagé dans la rue de Cléry. Ensuite, on prit la rue du Mail. Sur la place des Victoires, il y eut un arrêt. La mariée avait le cordon de son soulier gauche dénoué. Et comme elle le rattachait, au pied de la statue de Louis XIV, les couples se serrèrent derrière elle, attendant, plaisantant sur le bout de mollet qu'elle montrait. Enfin, après avoir descendu la rue Croix des Petits Champs, on arriva au Louvre. M. Madinier, poliment, demanda à prendre la tête du cortège. C'était très grand, on pouvait se perdre. Et lui, d'ailleurs, connaissait les beaux endroits parce qu'il était souvent venu avec un artiste, un garçon bien intelligent, auquel une grande maison de cartonnage achetait des dessins pour les mettre sur les boîtes. En bas, quand la noce se fut engagée dans le musée assyrien, elle eut un petit frisson. Fichtre, il ne faisait pas chaud. La salle aurait fait une fameuse cave. Et lentement, les couples avançaient, le menton levé, les paupières battantes, entre les colosses de pierre, les dieux de marbre noir muets dans leur raideur hiératique, les bêtes monstrueuses, moitié chatte et moitié femme, avec des figures mortes, le nez aminci, les lèvres gonflées. Ils trouvaient tout ça très vilain. On travaillait joliment mieux la pierre au jour d'aujourd'hui. Une inscription en caractère phénicien les stupéfia. Ce n'était pas possible, personne n'avait jamais lu ce grimoire. Mais M. Madinier, déjà sur le premier palier avec Madame Lorieux, les appelait, criait sur les voûtes. Venez donc, ce n'est rien ces machines, c'est le premier qu'il faut voir. La nudité sévère de l'escalier les rendit graves. Un huissier, superbe, en gilet rouge, la livrée galonnée d'or, qui semblait les attendre sur le palier, redoubla leur émotion. Ce fut avec respect, marchant le plus doucement possible, qu'ils entrèrent dans la galerie française. Alors, sans s'arrêter, les yeux emplis de l'or des cadres, ils suivirent l'enfilade des petits salons, regardant passer les images. Trop nombreuses pour être bien vues. Il aurait fallu 1 heure devant chacune si l'on avait voulu comprendre. Que de tableaux sacrediés, ça n'en finissait pas. Il devait y en avoir pour de l'argent. Puis, au bout, M. Madinier les arrêta brusquement devant le radeau de la Méduse et leur expliqua le sujet. Tous, saisis, immobiles, se taisaient. Quand on se remit à marcher, Bosch résuma le sentiment général. C'était tapé. Dans la galerie d'Apollon, le parquet surtout émerveilla la société. Un parquet luisant, clair comme un miroir où les pieds des banquettes se reflétaient. Mademoiselle Remanjou fermait les yeux parce qu'elle croyait marcher sur de l'eau. On criait à Madame Caudron de poser ses souliers à plat, à cause de sa position.
Monsieur Madinier voulait leur montrer les dorures et les peintures du plafond. Mais ça leur cassait le cou et ils ne distinguaient rien. Alors, avant d'entrer dans le salon carré, il a décalé une fenêtre du geste en disant: Voilà le bâton d'où Charles IX a tiré sur le peuple. Cependant, il surveillait la queue du cortège. D'un geste, il commandait une halte, au milieu du salon carré. Il n'y avait là que des chefs-d'œuvre, murmurait-il à demi-voix, comme dans une église. On fit le tour du salon. Gervaise demanda le sujet des noces de Cana. S'occupait de ne pas écrire les sujets sur les cadres. Coupeau s'arrêta devant la Joconde, à laquelle il trouva une ressemblance avec une de ses tantes. Bosch et Bibi la criade ricanaient, en se montrant du coin de l'œil les femmes nues, et Cuisse de l'Antiope surtout leur causèrent un saisissement. Et tout au bout, le ménage Cotron, l'homme, la bouche ouverte, la femme, les mains sur son ventre, restait béant, attendri et stupide, en face de la Vierge de Murillo. Le tour du salon terminé, M. Madinier voulut qu'on recommençât, sans valer la peine. Il s'occupait beaucoup de Madame Lorieux à cause de sa robe de soie, et chaque fois qu'elle l'interrompait, il répondait gravement, avec un grand aplomb. Comme elle s'intéressait à la maîtresse de Titien, dont elle trouvait la chevelure jaune pareille à la sienne, il la lui donna pour la belle fermière, une maîtresse d'Henri IV, sur laquelle on avait joint un drame à l'ambigu. Puis, la noce se lança dans la longue galerie où sont les écoles italiennes et flamandes. Encore des tableaux, toujours des tableaux, des seins, des hommes, des femmes avec des figures qu'on ne comprenait pas, des paysages tout noirs, des bêtes devenues jaunes, une débandade de gens et de choses dont le violent tapage de couleurs commençait à leur causer un gros mal de tête. M. Madinier ne parlait plus, menait lentement le cortège qui le suivait, en ordre, tous les coups tordus et les yeux en l'air. Des siècles d'art passaient devant leur ignorance ahurie. La sécheresse fine des primitifs, les splendeurs des Vénitiens, la vie grasse et belle de lumière des Hollandais. Mais ce qui les intéressait le plus, c'était encore les copistes, avec leurs chevalets installés parmi le monde, peinant sans gêne. Une vieille dame, montée sur une grande échelle, promenant un pinceau à badigeon dans le ciel tendre d'une immense toile, les frappa d'une façon particulière. Peu à peu, pourtant, le bruit avait dû se répandre qu'une noce visitait le Louvre. Des peintres accouraient, la bouche fendue d'un rire. Des curieux s'asseyaient à l'avant sur les banquettes pour assister commodément au défilé, tandis que les gardiens, les lèvres pincées, retenaient des mots d'esprit. Et la noce, déjà lasse, perdant de son respect, traînait ses souliers à clous, tapait ses talons sur les parquets sonores, avec le piétinement d'un troupeau débandé, lâché au milieu de la propreté nue et recueillie des salles. M. Madinier se taisait pour ménager un effet. Il alla droit à la kermesse de Rubens. Là, il ne dit toujours rien. Il se contenta d'indiquer la toile, d'un coup d'œil écriard. Les dames, quand elles eurent le nez sur la peinture, poussèrent de petits cris. Puis, elles se détournèrent très rouges. Les hommes y retinrent, rigolant, cherchant les détails orduriers. Voyez donc, répétait Bosch, ça vaut de l'argent. En voilà un qui dégoupille. Et celui-là, il a rosé puis son lit. Oh, et celui-là, oh, celui-là. Ah ben, ils sont propres ici. Allons-en, dit M. Madinier, ravi de son succès. Il n'y a plus rien à voir de son côté. La noce retourna sur ses pas, traversa de nouveau le salon carré et la galerie d'Apollon. Madame Laura et Mademoiselle Remanjou se plaignaient, déclarant que les jambes leur rentraient dans le corps. Mais le cartonnier voulait montrer à Lorieux les bijoux anciens. Ça se trouvait à côté, au fond d'une petite pièce où il serait allé les yeux fermés. Pourtant, il se trompa, égara la noce le long de 7 ou 8 salles, désertes, froides, garnies seulement de vitrines sévères où s'alignaient une quantité innombrable de pots cassés et de bonhommes très laids. La noce frissonnait, s'ennuyait ferme. Puis, comme elle cherchait une porte, elle tomba dans les dessins. Ce fut une nouvelle course immense. Les dessins n'en finissaient pas. Les salons succédaient aux salons, sans rien de drôle, avec des feuilles de papier écrabouillées sous les vitres, contre les murs. M. Madinier, perdant la tête, ne voulant point avouer qu'il était perdu, enfila un escalier, fit monter un étage à la noce. Cette fois, elle voyageait au milieu du musée de la marine, parmi les modèles d'instruments et de canons, les plans reliefs, des vaisseaux grands comme des chouchous. Un autre escalier se rencontra, très loin, au bout d'un quart d'heure de marche, et ayant descendu, elle se retrouva en plein dans les dessins. Alors, le désespoir la prit. Elle roula au hasard des salles, les couples toujours à la file, suivant M. Madinier, qui s'épongeait le front, hors de lui, furieux contre l'administration, qui l'accusait d'avoir changé les portes de place. Les gardiens et les visiteurs les regardaient passer, plein d'étonnement. En moins de 20 minutes, on l'a revue au salon carré, dans la galerie française, le long des vitrines où dorment les petits dieux de l'Orient. Jamais plus elle ne sortirait. Les jambes cassées, s'abandonnant, la noce faisait un vacarme énorme, laissant dans sa course le ventre de Madame Caudron en arrière. On ferme, crièrent les voix puissantes des gardiens, et elle faillit se laisser enfermer. Il fallut qu'un gardien se mit à la tête, le reconduisit jusqu'à une porte. Puis dans la cour du Louvre, lorsqu'elle eut repris ses parapluies au vestiaire, elle respira. M. Madinier retrouvait son aplomb. Il avait eu tort de ne pas tourner à gauche. Maintenant, il se souvenait que les bijoux étaient à gauche. Toute la société d'ailleurs affectait d'être contente d'avoir vu ça. 4 heures sonnaient. On avait encore 2 heures employées avant le dîner. On résolut de faire un tour, pour tout le temps. Les dames, très lasses, auraient bien voulu s'asseoir, mais comme personne n'offrait des consommations, on se remit en marche. On suivit le quai. Là, une nouvelle averse arriva, si drue, que malgré les parapluies, les toilettes des dames s'allumaient. Madame Lorieux, le cœur noyé à chaque goutte qui mouillait sa robe, proposa de se réfugier sous le pont royal. D'ailleurs, si on ne la suivait pas, elle menaçait de descendre toute seule. Et le cortège alla sous le pont royal. On y était joliment bien. Par exemple, on pouvait appeler ça une nuit des chouettes. Les dames étalèrent leurs mouchoirs sur les pavés, se reposèrent là, les genoux écartés, arrachant les 2 mains les brins d'herbe poussés entre les pierres, regardant couler l'eau noire, comme si elles se trouvaient à la campagne. Les hommes s'amusèrent à crier très fort, pour surveiller l'écho de l'arche. En face d'eux, Bosch et Bibi la criade, l'un après l'autre, injuriaient le vide, lui lançaient à toute volée. Cochon! Et riaient beaucoup quand les coups leur envoyaient le mot. Puis, la gorge enrouée, ils prirent des cailloux plats et jouèrent à faire des ricochets. L'averse avait cessé, mais la société se trouvait si bien qu'elle ne songeait plus à s'en aller. La scène charriait des nappes crasses, de vieux bouchons, des épluchures de légumes, un tas d'ordures et tourbillons retenaient un instant, dans l'eau inquiétante, toute assombrie par l'ombre de la voûte, tandis que, sur le pont, passait le roulement des omnibus et des fiacres, la cohue de Paris, dont on apercevait seulement les toits, à droite et à gauche, comme du fond d'un trou. Mademoiselle Remanjou soupirait. Si j'avais eu des feuilles, ça lui aurait rappelé, disait-elle, un coin de la Marne où elle allait, vers 1817, avec un jeune homme qu'elle pleurait encore. Cependant, M. Madinier donna le signal du départ. On traversa le jardin des Tuileries, au milieu d'un petit peuple d'enfants, dont les cerceaux et les ballons dérangeaient le bel ordre des couples. Puis, comme la noce arrivait sur la place Vendôme, regardait la colonne, M. Madinier songea faire une galanterie aux dames. Il leur offrit de monter dans la colonne pour voir Paris. Son offre parut très farce. Oui, il fallait monter, on en rirait longtemps. D'ailleurs, ça ne manquait pas d'intérêt pour les personnes qui n'avaient jamais quitté le plancher aux vaches. Si vous croyez que la bonbon va se risquer là-dedans avec sa quille, murmurait Madame Lorieux. Moi, je monterais volontiers, disait Madame Lerat, mais je ne veux pas qu'il y donne derrière moi. Et la noce monta. Dans l'étroite spirale de l'escalier, les 12 grimpaient à la file, butant contre les marches usées, se tenant au mur. Puis, quand l'obscurité devint incomplète, ce fut une bosse de rire. Les dames poussaient de petits cris, les messieurs les chatouillaient, leur pinçaient les jambes, mais elles étaient bien bêtes de causer. On a l'air de croire que ce sont des souris. D'ailleurs, ça restait sans conséquence. Ils savaient s'arrêter où il fallait, pour l'honnêteté. Puis, Bosch trouva une plaisanterie que toute la société répéta. On appelait Madame Caudron, comme si elle était restée en chemin, et on lui demandait si son ventre passait. Songez donc, si elle s'était trouvée prise là, sans pouvoir monter ni descendre, elle aurait bouché le trou, on n'aurait jamais su comment s'en aller.
Et l'on riait de ce ventre de femme enceinte avec une gaieté formidable qui secouait la colonne. Ensuite, Bosch, tout à fait lancé, déclara qu'on se faisait vieux dans ce tuyau de cheminée. Ça ne finissait donc pas. On allait donc au ciel. Et il cherchait à effrayer les dames en criant que ça remuait. Cependant, Coupeau ne disait rien. Il venait derrière Gervaise, la tenait à la taille, la sentait s'abandonner. Parce que, brusquement rentrant dans le jour, il était juste en train de lui embrasser le cou. Mais vous êtes propre, vous gênez donc pas tous les deux, dit Madame Lorilleux d'un air scandalisé. Bibi la Grillade paraissait furieux. Il répétait entre ses dents. Ça en avait fait un bruit. Je n'ai pas seulement pu compter les marches. Mais M. Madinier, sur la plateforme, montrait déjà les monuments. Jamais Madame Fauconnier ni Mademoiselle Remanjou ne voulurent sortir de l'escalier. Elle pensait seule du pavé en bas, retourner les sangs, et elle se contentait de risquer des coups d'œil par la petite porte. Madame Laura, plus crâne, faisait le tour de l'étroite terrasse en se collant contre le bronze du dôme. Mais c'était tout de même rudement émotionnant. Quand on songeait qu'il aurait suffi de passer une jambe, quel culbut, sacré Dieu. Les hommes, un peu pâles, regardaient la place. On se serait cru en l'air, séparés du tout. Non, décidément, ça vous faisait froid au boyau. M. Madinier, pourtant, recommandait de lever les yeux, de les diriger devant soi, très loin, sans pécher vertige. Et il continuait à indiquer du doigt les Invalides, le Panthéon, Notre-Dame, la Tour Saint-Jacques, les buttes Montmartre. Puis, Madame Lorieux eut l'idée de demander si l'on apercevait, sur le boulevard de la Chapelle, le marchand de vin, on allait manger, au moulin d'argent. Alors pendant 10 minutes, on chercha, on se disputa même. Chacun passait le marchand de vin à un endroit. Paris, autour d'eux, étendait son immense grise, au lointain bleuâtre. Ses vallées profondes roulaient une houle de toiture. Toute la rive droite était dans l'ombre, sous un grand rayon de nuages cuivrés, et du bord de ce nuage, frangé d'or, un large rayon coulé, qui allumait des milliers de vitres de la rive gauche d'un pétillement d'étincelles, détachant en lumière ce coin de la ville sur un ciel très pur, lavé par l'orage. Ce n'était pas la peine de monter pour le manger le nez, dit Bosch, furieux, en reprenant l'escalier. La noce descendit, muette, boudeuse, avec la seule dégringolade des souliers sur les marches. En bas, M. Madinier voulait payer, mais Coupeau se récria, se hâta de mettre dans la main du gardien 24 sous, 2 sous par personne. Il était près de 5h30. On avait tout juste le temps de rentrer. Alors, on revint par les boulevards et par le faubourg Poissonnière. Coupeau, pourtant, trouvait que la promenade ne pouvait pas se terminer comme ça. Il poussa tout le monde au fond d'un marchand de vin, où l'on prit le vermouth. Le repas était commandé pour 6h. On attendait la noce depuis 20 minutes au moulin d'argent. Madame Bosch, qui avait confié sa loge à une dame de la maison, causait avec maman Coupeau, dans le salon du premier, en face de la table servie, et les deux gamins, Claude et Étienne, amenés par elle, jouaient à courir sur la table, au milieu d'une débandade de chaises. Lorsque Gervaise, en entrant, aperçut les petits qu'elle n'avait pas vus de la journée, elle les prit sur ses genoux, les caressa avec de gros baisers. Ont-ils été sages demanda-t-elle à Madame Bosch. Ils ne vous ont pas trop fait enlever au moins. Et comme celle-ci lui racontait les mots à mourir de rire de ces vermines-là, pendant l'après-midi, elle les enleva de nouveau, les serra contre elle, prise d'une rage de tendresse. C'est drôle pour Coupeau tout de même, disait Madame Lorieux aux autres dames, dans le fond du salon. Gervaise avait gardé sa tranquillité souriante de la matinée. Depuis la promenade, pourtant, elle devenait par moments toute triste. Elle regardait son mari et les Lorieux de son air pensif et raisonnable. Elle trouvait Coupeau lâche devant sa sœur. La veille encore, il criait fort, il jurait de les remettre à leur place, c'est l'angle vipère s'il lui manquait. Mais en face d'eux, elle le voyait bien, il faisait le chien couchant. Il était sorti leurs paroles, était au 100 coups quand il les voyait fâchés, et cela simplement, inquiétait la jeune femme pour l'avenir. Cependant, on n'attendait plus que mes bottes, qui n'avaient pas encore paru. Ah zut, cria Coupeau, mettons-nous à table, vous allez voir à bouler. Il a le nez creux, et il sent la boustiffaille de loin. Dis donc, il ne doit rien s'il est toujours à faire le poireau sur la route de Saint-Denis. Alors la noce, très égayée, s'attabla avec un grand bruit de chaise. Gervaise était entre Lorieux et M. Madinier, et Coupeau entre Madame Fauconnier et Madame Lorieux. Les autres convives se placèrent à leur goût parce que ça finissait toujours par des jalousies et des disputes lorsqu'on indiquait les couverts. Bosch se glissa près de Madame Lerat, Bibi la Grillade, pour voisine, Mademoiselle Remanjou et Madame Coudron. Quant à Bosch et à Maman Coupeau, tout au bout, elle garda les enfants. Elle se chargea de couper leur viande, de leur verser à boire, surtout pas beaucoup de vin. Personne ne dit le bénédicité demanda Bosch, pendant que les dames arrangeaient leur jupe sous la nappe par peur des taches. Mais Madame Lorieux n'aimait pas ces plaisanteries-là, et le potage de vermicelle, presque froid, fut mangé très vite, avec des sifflements de lèvres dans les cuillères. Deux garçons servaient, en petites vestes graisseuses, entablés d'un blanc douteux. Par les 4 fenêtres ouvertes sur les arcades de la cour, le plein jour entrait, une fin de journée d'orage, lavée et chaude encore. Le reflet des arbres dans ce coin humide verdissait la salle enfumée, faisait danser des ombres de feuilles au-dessus de la nappe, mouillée d'une odeur vague de moisi. Il y avait 2 glaces, pleines de chiures de mouches, une à chaque bout, qui allongeait la table à l'infini, couverte de sa vaisselle épaisse, tournant au jaune, où le gras des os de l'évier restait en noir dans les égratignures des coteaux. Au fond, chaque fois qu'un garçon remontait de la cuisine, la porte battait, soufflait une forte odeur de crayon. Ne parlons pas tous à la fois, dit Bosch, comme chacun se taisait, le nez sur son assiette. Et l'on buvait le premier verre de vin, en suivant les yeux de tour de Godiveau, servi par les garçons lorsque mes bottes entra. Eh bien, vous êtes de la jolie fripouille, vous autres, cria-t-il. J'ai usé mes plantes pendant 3 heures sur la route. Même qu'un gendarme m'a demandé mes papiers. Est-ce qu'on fait de ces cochonneries-là, un ami? Fallait au moins vous m'envoyer un sapin par un commissionnaire. Ah non, vous savez, une bague dans le coin, je la trouve raide. Avec ça, il pleuvait si fort que j'avais de l'eau dans mes poches. Vrai, on y pêche encore une friture. La société riait, se tordait. Cet animal de mes bottes était allumé. Il avait bien déjà ses 2 litres, histoire seulement de ne pas se laisser embêter par tout ce sirop de grenouille que le rage avait craché sur ses abattis. Eh, le comte Gégoffin, dit Coupeau, va t'asseoir là-bas, à côté de Mme Coudron. Tu vois, on t'attendait. Oh, ça ne l'embarrassait pas, il rattrapait les autres. Et il redemanda 3 fois du potage, des assiettes de vermicelle, dans lesquelles il coupait d'énormes tranches de pain. Alors, quand on lui attaquait les tourtes, il devint la profonde admiration de toute la table. Comme il bafferait. Les garçons, effarés, faisaient la chaîne pour lui passer du pain, des morceaux finement coupés qu'il avalait d'une bouchée. Il finit par se fâcher. Il voulait un pain à côté de lui. Le marchand de vin, très inquiet, se montra un instant sur le seuil de la salle. La société qui l'attendait se tordit de nouveau. Ça l'a lui coupé au gargotier. Quelle sacrée zigue tout de même, ce mébotte. Est-ce qu'un jour, il n'avait pas mangé 12 œufs durs et bu 12 verres de vin pendant que les 12 coups de minuit sonnaient? On n'en compte pas beaucoup de cette force-là. Et Mademoiselle Remanjou, attendrie, regardait mes bottes mâchées, tandis que M. Madinier, cherchant un mot pour exprimer son étonnement, presque respectueux, déclara une telle capacité extraordinaire. Il y eut un silence. Un garçon venait de poser sur la table une gibelotte de lapin dans un vaste plat, creux comme un saladier. Coupeau, très blagueur, en lança une bonne. Dis donc, garçon, c'est du lapin de gouttière, ça? Il miaule encore. En effet, un léger miaulement, parfaitement imité, semblait sortir du plat. C'était Coupeau qui faisait ça avec la gorge, sans remuer les lèvres. Un talent de société d'un succès certain, si bien qu'il ne mangeait jamais dehors sans commander une gibelotte. Ensuite, il ronronna. Les dames se tamponnaient la figure avec leurs serviettes parce qu'elles riaient trop. Madame Fauconnier demanda la tête. Elle n'aimait que la tête. Mademoiselle Remanjou adorait les lardons. Et comme Bosch disait préférer les petits oignons quand ils étaient bien revenus, Madame Lerat passa les lèvres en murmurant. Je comprends ça. Elle était sèche comme un échalas, menait une vie d'ouvrière, cloîtrée dans son train-train, n'avait pas vu le nez d'un homme chez elle depuis son veuvage, tout en montrant une préoccupation continuelle de l'ordure, une manie de mots à double entente et d'allusions polissones, d'une telle profondeur qu'elle seule se comprenait. Bosch, se penchant en réclamant une explication tout bas à l'oreille, elle reprit. Sans doute, les petits oignons, ça suffit, je pense.
mais la conversation devenait sérieuse. Chacun parlait de son métier. Monsieur Madinier exaltait le cartonnage. Il y avait de vrais artistes dans la partie. Ainsi, il citait les boîtes d'étrennes, dont il connaissait les modèles, des merveilles de luxe. Lorieux, pourtant, ricanait. Il était très vaniteux de travailler l'or. Il en voyait comme un reflet sur ses doigts et sur toute sa personne. Enfin, disait-il souvent, les bijoutiers, autant jadis, portaient l'épée, et il citait Bernard Palissy, sur sa voix. Coupeau, lui, racontait une girouette, un chef-d'œuvre d'un de ses camarades. Ça se composait d'une colonne, puis d'une germe, puis d'une corbeille de fruits, puis d'un drapeau. Le tout très bien reproduit, fait rien qu'avec des morceaux de zinc découpés et soudés. Madame Lerat montrait à Bibi la grillade comment on tournait une queue de rose, en roulant le manche de son couteau avec ses doigts osseux. Cependant, les voix montaient, se croisaient. On entendait dans le bruit des mots lancés très haut par Madame Fauconnier, en train de se plaindre de ses ouvrières. La petite chanson d'apprenti qu'on lui avait encore brûlée, la veille. Vous allez vous le dire, cria Loriot en donnant un coup de poing sur la table. L'or, c'est l'or. Et au milieu du silence causé par cette vérité, il n'y eut plus que la voix fluette de Mademoiselle Remanchot continuant. Alors, je leur relève la jupe, je compte dedans, je leur plante une épingle dans la tête pour tenir les bonnets, et c'est fait, on les vend 13 sous. Elle expliquait ses poupées à mes bottes, dont les mâchoires lentement roulaient comme des meules. Ils n'écoutaient pas. Ils hochaient la tête, quêtant les garçons, pour ne pas leur laisser emporter les plats sans les avoir torchés. On avait mangé un frais candour au jus et les haricots verts. On apportait le rôti, 2 poulets maigres, couchés sur un lit de cresson, fanés et cuits par le four. Au dehors, le soleil se mourait sur les branches hautes des acacias. Dans la salle, le reflet verdâtre s'épaississait des buées montées dans la table, tachées de vin et de sauce, encombrées de la débâcle du couvert et le long du mur, des assiettes sales, des litres vides, posés là par les garçons, semblaient les ordures balayées et culbutées de la nappe. Il faisait très chaud. Les hommes retirèrent leur redingote et continuèrent à manger en manches de chemise. Madame Boche, je vous en prie, ne le bourrez pas tant, dit Gervaise, qui parlait peu, surveillant de loin Claude et Étienne. Elle se leva, elle a causé un instant, debout derrière les chaises des petits. Les enfants, vous n'avez pas de raison, ça mangeait toute une journée sans refuser les morceaux. Et elle leur servit elle-même du poulet, un peu de blanc. Mais maman Coupeau dit qu'il pouvait bien pour une fois se donner une indigestion. Madame Boche, à voix basse, accusa Boche de pincer les genoux de Madame Lerat. Oh, c'était un surmoi, il godaillait. Elle avait bien vu sa main disparaître. S'il recommençait, jour de Dieu, elle était femme à lui flanquer une carafe à la tête. Dans le silence, Monsieur Madinier causait politique. La loi du 31 mai est une abomination. Maintenant, il faut 2 ans de domicile. 3 millions de citoyens sont rayés des listes. On m'a dit que Bonaparte, au fond, est très vexé car il aime le peuple. Il en a donné des preuves. Lui était républicain, mais il admirait le prince, à cause de son oncle. Un homme, comme il n'en reviendra jamais plus. Bibi la grillade se fâcha. Il avait travaillé à l'Élysée. Il avait vu le Bonaparte comme il voyait mes bottes, là, en face de lui. Eh bien, ce mufle du président ressemblait à un roussin, voilà. On disait qu'il allait faire un tour du côté de Lyon. Ce serait un fameux débarras. S'il se cassait le cou dans un fossé. Comme la discussion tournait au vilain, Coupeau devait intervenir. Eh bien. Ah bien, vous êtes encore innocent de vous attraper pour la politique. On voilà une blague. La politique. Est-ce que ça existe pour nous? On peut bien mettre ce qu'on voudra. Un roi, un empereur, rien du tout. Ça ne m'empêchera pas de gagner mes 5 francs, de manger et de dormir, pas vrai? Non mais c'est trop bête. Loriot hochait la tête. Il était né le même jour que le comte de Chambord, le 29 septembre 1820. Cette coïncidence le frappait beaucoup, l'occupait d'un rêve vague, dans lequel il établissait une relation entre le retour en France du roi et sa fortune personnelle. Il ne disait pas nettement ce qu'il espérait, mais il donnait à entendre qu'il lui arriverait alors quelque chose d'extraordinairement agréable. Aussi, à chacun de ses désirs trop gros pour être contentés, il renvoyait ça plus tard, quand le roi reviendrait. D'ailleurs, raconta-t-il, j'ai vu un soir le comte de Chambord. Tous les visages se tournèrent vers lui, parfaitement. Un gros homme, en paletot, l'air bon garçon. J'étais chez Piquinot, un de mes amis, qui vend des meubles grande rue La Chapelle. Le comte de Chambord avait la veille laissé un parapluie. Alors il est entré, et il a dit comme ça, tout simplement, voulez-vous bien me rendre mon parapluie? Mon Dieu, oui, c'était lui. Pékinou m'a donné sa parole d'honneur. Aucun des convives n'émit le moindre doute. On était au dessert. Les garçons débarrassaient la table avec un grand bruit de vaisselle et Madame Lorieux, jusque-là très convenable, très dame, laissa échapper un sacré salaud. Parce que l'un des garçons, en enlevant un plat, lui avait fait couler quelque chose de mouillé dans le cou. Pour sûr, sa robe de soie était tachée. Monsieur m'a daigné de lui regarder le dos, mais il n'avait rien, il le jurait. Maintenant, au milieu de la nappe, s'étalaient des œufs à la neige dans un saladier, flanqués de 2 assiettes de fromage et de 2 assiettes de fruits. Les œufs à la neige, les blancs trop cuits nageant sur la crème jaune, causèrent un recueillement. On ne les attendait pas, on trouvait ça distingué. Mes bottes mangeaient toujours. Il avait redemandé un pain. Il acheva les 2 fromages, et comme il restait de la crème, il se fit passer le saladier, au fond duquel il tailla de larges tranches, comme pour une soupe. Monsieur est vraiment bien remarquable, dit Monsieur Madinier, retombé dans son admiration. Alors, les hommes se levèrent pour prendre leur pipe. Ils restèrent un instant derrière mes bottes, à lui donner des tapes sur les épaules, en lui demandant si ça allait mieux. Bibi la grillade ne se leva avec la chaise, mais, tonnerre de Dieu, l'animal avait doublé de poids. Coupeau, par blague, racontait que le camarade commençait seulement à se mettre en train, qu'il allait à présent manger comme ça du pain toute la nuit. Les garçons, épouvantés, disparurent. Poche, descendu depuis un instant, remontant en racontant la bonne tête du marchand de vin en bas. Il était tout pâle dans son comptoir. La bourgeoise consternée venait d'envoyer voir si les boulangers restaient ouverts, jusqu'au chat de la maison qui avait l'air ruiné. Vrai, c'était trop cocasse, ça valait l'argent du dîner. Il ne pouvait pas y avoir de pique-nique dans cette table à toutes mes bottes. Et les hommes, leurs pipes allumées, le couvaient d'un regard jaloux, car enfin, pour tant manger, il fallait être solidement bâti. Je ne voudrais pas être chargé de vous nourrir, dit Madame Coton. Ah non, par exemple. Dis donc, la petite mère, faut pas blaguer, répondit mes bottes, avec un regard oblique sur le ventre de sa voisine. Vous en avez avalé plus long que moi? On applaudit, on cria bravo, c'était envoyé. Il faisait nuit noire. 3 becs de gaz flambaient dans la salle, remuant de grandes clartés troubles au milieu de la fumée des pipes. Les garçons, après avoir servi le café et le cognac, venaient d'emporter les dernières piles d'assiettes sales. En bas, sous les 3 acacias, le bastring commençait. Un cornet à piston et 2 violons jouant très fort, avec des rires de femmes, un peu rauques dans la nuit chaude. Faut faire un goulot, criaient mes bottes. 2 litres de casse-poitrine, beaucoup de citron et pas beaucoup de sucre. Les coupeaux, voyant en face de lui le visage inquiet de Gervaise, se levant des carreaux qu'on ne voudrait pas davantage. On avait vidé 25 litres, chacun son litre et demi, en comptant les enfants comme des grandes personnes. C'était déjà trop raisonnable. On venait de manger un morceau ensemble, en bonne amitié, sans flafla, parce qu'on avait l'estime les uns pour les autres, et qu'on désirait célébrer entre soi une fête de famille. Tout se passait très gentiment, on était gais, il ne fallait pas maintenant se cocarder cochonnément si on voulait respecter les dames. En un mot, et comme fin finale, on s'était réunis pour porter une santé aux conjugaux, et non pour se mettre dans les brinzingues. Ce petit discours, imité d'une voix convaincue par le zingueur, qui posait la main sur sa poitrine à la chute de chaque phrase, eut la vive approbation de Lorieux et de Monsieur Padinier. Les autres, Boche, Caudron, Bibi la grillade, surtout mes bottes, très allumées tous les 4 ricanaires, la langue épaissie, ayant une sacrée coquine de soif qu'il fallait pourtant arroser. Ceux qui ont soif, et ceux qui n'ont pas soif, n'ont pas soif, fit remarquer mes bottes. Pour l'or, on va commander pour l'eau. On ne découvre personne, les aristos font monter le secret. Et comme le zingueur commençait à prêcher, l'autre, qui s'était mis debout, se donna une claque sur la fesse en criant. Ah, tu sais, mescadet, garçon, 2 litres de vieille. Alors, Coupeau dit que c'était très bien, qu'on allait seulement régler le repas tout de suite, ça éviterait des disputes.
Les gens bien élevés n'avaient pas besoin de payer pour les soulards. Et justement, mes bottes, après s'être fouillé longtemps, ne trouva que 3 francs 7 sous. Aussi pourquoi l'avait-on laissé droguer sur la route de Saint-Denis? Il ne pouvait pas se laisser noyer, il avait cassé la pièce de 100 sous. Les autres des fautifs, voilà. Enfin, il donna 3 francs, garda les 7 sous pour son tabac du lendemain. Coupeau, furieux, aurait cogné si Gervaise ne l'avait tiré par sa redingote, l'air effrayé, suppliante. Il se décida à emprunter 2 francs à Lorieux, qui après les avoir refusés, se cacha pour les prêter car sa femme, bien sûr, n'aurait jamais voulu. Cependant, M. Matigny avait pris une assiette. Les demoiselles et les dames seules, Madame Nora, Madame Fauconnier, Mademoiselle Romanjou, déposèrent leurs pièces de 100 sous les premières, discrètement. Ensuite, les messieurs s'isolèrent à l'autre bout de la salle, firent les comptes. On était 15, ça montait donc à 75 francs. Lorsque les 75 francs furent dans l'assiette, chaque homme ajouta 5 sous pour les garçons. Il fallut un quart d'heure de calcul laborieux avant de tout régler à la satisfaction de chacun. Et comme M. Madinier, qui voulait avoir affaire au patron, eut demandé le marchand de vin, la société resta saisie en entendant celui-ci dire avec un sourire que ça ne faisait pas du tout son compte. Il y avait des suppléments et, comme ce mot de supplément était accueilli par des exclamations furibondes, il donna le détail. 25 litres au lieu de 20. Nombre convenu à l'avance. Les heures la neige qu'il avait ajouté, en voyant le dessert un peu maigre. Enfin, un carafon de rhum, servi avec le café, dans le cas où les personnes aimeraient le rhum. Alors, une querelle formidable s'engagea. Coupeau, pris à partie, se débattait. Jamais il n'avait parlé de 20 litres. Quant aux œufs à la neige, il rentrait dans le dessert. Tant pis si le gargotier les avait ajoutés de son plein gré. Restait le carafon de rhum, une frime, une façon de grossir la note, en glissant sur la table des liqueurs dont on ne se méfiait pas. Il était sur le plateau au café, criait-il. Eh bien, il doit être compté avec le café. Fuis-je ne la paix. Emportez votre argent, mais du tonnerre si nous remettons jamais les pieds dans votre baraque. C'est 6 francs de plus, répétait le marchand de vin. Donnez-moi mes 6 francs. Mais je ne compte pas les 3 pains de monsieur encore. Toute la société, serrée autour de lui, l'entourait d'une rage de gestes, un clapissement de voix que la colère étranglait. Les femmes, surtout, sortaient de leur réserve, refusaient d'ajouter un centime. Ah bien, merci, elle était jolie la noce. C'était Mademoiselle Romanjou, qui ne se fourrerait plus dans un de ces dîners-là. Madame Fauconnier avait très mal mangé. Chez elle, pour ses 40 sous, elle aurait eu un petit plat chez les doigts. Madame Caudron se plaignait amèrement d'avoir été poussée au mauvais bout de la table, à côté de mes bottes qui n'avaient pas montré le moindre égard. Enfin, ce parti tournait toujours mal. Quand on voulait avoir du monde à son mariage, on invitait les personnes par bleu. Et Gervaise, réfugiée auprès de maman Coupeau, devant une des fenêtres, ne disait rien, honteuse, sentant que toutes ces récriminations retombaient sur elle. Monsieur Madinier finit par descendre avec le marchand de vin. On les entendit discuter en bas. Puis au bout d'une demi-heure, le cartonnier remonta. Il avait réglé, en donnant 3 francs. Mais la société restait vexée, exaspérée, revenant sans cesse sur la question des suppléments. Et le vacarme s'accrut d'un acte de vigueur de Madame Boche. Elle guettait toujours Boche. Elle le vit dans un coin, pincer la taille de Madame Lerat. Elle aura tout volé, elle lance une carafe qui s'écrasa contre le mur. On voit bien que votre mari est ailleurs, madame, et la grande veuve, avec un pincement de lèvres plein de sous-entendus. C'est un juponnier numéro 1. Je lui ai pourtant lancé de fameux coups de pied sur la table. La soirée était gâtée. On devint de plus en plus aigre. Monsieur Madinier proposa de chanter, mais Bibi la grillade, qui avait une belle voix, venait de disparaître et Mademoiselle Romanjou, à côté d'une fenêtre, l'aperçut sous les acacias, faisant sauter une grosse fille en cheveux. Le cornet à piston et 2 violons jouaient le marchand de moutarde, un quadrille où l'on tapait dans ses mains, à la pastourelle. Alors il y eut une débandade. Mes bottes et le ménage coton descendirent. Boche lui-même fila. Des fenêtres, on voyait les couples tourner, entre les feuilles, auxquelles les lanternes pendues aux branches donnaient un verre plein, et cru de décor. Elle m'y dormait, sans une haleine, pâmée par la grosse chaleur. Dans la salle, une conversation sérieuse s'était engagée entre Lorieux et M. Madinier, pendant que les dames, ne sachant plus comment soulager leurs besoins de colère, regardaient leurs robes, cherchant si elles n'avaient pas attrapé des taches. Les effilés de Mme Lerat devaient avoir trempé dans le café. La robe écrue de Mme Fauconnier était pleine de sauce. Le châle vert de Mme Coupeau, tombé d'une chaise, venait d'être retrouvé dans un coin, roulé et piétiné. Mais c'était surtout Mme Lorieux qui ne décolorait pas. Elle avait une tache dans le dos. On avait beau lui jurer que non, elle la sentait. Et elle finit, en se tendant devant une glace par l'apercevoir. Qu'est-ce que je disais criait-elle. C'est du jus de poulet. Le garçon perd la robe. Je lui ferai plutôt un procès. Ah, la journée complète. J'aurais mieux fait de rester couché. Je m'en vais d'abord. J'en ai assez leur fichu noce. Elle partit rageusement, en faisant trembler l'escalier sous les coups de ses talons. Lorieux courut derrière elle, mais tout ce qu'il put obtenir, ce fut qu'elle attendrait 5 minutes sur le trottoir, si l'on voulait partir ensemble. Elle aurait dû s'en aller après l'orage, comme elle en avait eu envie. Coupeau lui revaudrait cette journée-là. Quand ce dernier la sut si furieuse, il parut consterné. Et Gervaise, pour lui éviter des ennuis, consentit à rentrer tout de suite. Alors on s'embrassa rapidement. Monsieur Mardinier se chargea de reconduire Madame Coupeau. Madame Boche devait, pour la première nuit, emmener Claude et Étienne coucher chez elle. Leur mère pouvait être sans crainte. Les petits dormaient sur des chaises, alourdis par une grosse indigestion due à la neige. Enfin, les mariés se sauvaient avec Lorieux, laissant le reste de la noce chez le marchand de vin, lorsqu'une bataille s'engagea en bas dans le bastringue entre leur société et une autre société. Boche et Mes-Bottes, qui avaient embrassé une dame, ne voulaient pas la rendre à 2 militaires auxquels elle appartenait, et menaçaient de nettoyer tout le tremblement de le tapage enragé du cornet à piston et des 2 violons sur la polka des perles. Il était à peine 11 heures. Sur le boulevard de la Chapelle et dans tout le quartier de la Goutte d'Or, la paix de grande caserne qui tombait ce samedi-là mettait un vacarme énorme de sauderie. Madame Lorieux attendait à 20 pas de moulin d'argent, debout sous un bec de gaz. Elle prit le bras de Lorieux, marcha devant, sans se retourner, d'un tel pas que Gervaise et Coupeau s'essoufflaient à les suivre. Par moments, il descendit du trottoir pour laisser la place à un ivrogne, tombé là, les 4 fers en l'air. Lorieux se retourna, cherchant à raccommoder les choses. Nous allons vous conduire à votre porte, dit-il. Mais Madame Lorieux, élevant la voix, trouvait ça drôle de passer sa nuit de noces dans ce trou infect de l'hôtel Boncoeur. Est-ce qu'il n'aurait pas dû remettre le mariage, économiser 4 sous et acheter des meubles pour rentrer chez eux le premier soir? Ah, ils allaient bien sous les toits, empilés tous les deux dans un cabinet de 10 francs, où il n'y avait seulement pas d'air. J'ai donné congé, nous ne restons pas en haut, me jeta Coupeau timidement. Nous gardons la chambre de Gervaise qui est plus grande. Madame Lorieux s'oublia, se tournant d'un mouvement brusque. Ah, ça c'est plus fort, cria-t-elle. Tu vas coucher dans la chambre à l'abandon? Gervaise devint tout pâle, ce surnom, qu'elle recevait à la face pour la première fois, la frappait comme un soufflet. Puis elle entendait bien l'exclamation de sa belle-sœur. La chambre à l'abandon. C'était la chambre où elle avait vécu un mois avec l'entier, où les locks de sa vie passée traînaient encore. Coupeau ne comprit pas, fut seulement blessé du surnom. Tu as tort de baptiser les autres, répondit-il avec humeur. Tu ne sais pas, toi, qu'on t'appelle que de vache dans le quartier, à cause de tes cheveux. Alors ça ne te fait pas plaisir, n'est-ce pas? Pourquoi ne garderions-nous pas la chambre du premier? Ce soir, les enfants n'y couchent pas, nous y sommes très bien. Madame Lorieux n'ajouta rien, se renfermant dans sa dignité, horriblement vexée de s'appeler que de vache. Coupeau, pour consoler Gervaise, lui serrait doucement le bras, et il réussit même à l'égayer en lui racontant à l'oreille qu'ils entraient en ménage avec la somme de 7 sous, toute ronde, 3 gros sous et un petit sou qu'il faisait sonner de la main dans la poche de son pantalon. Quand on fut arrivé à l'hôtel Boncoeur, on se dit bonsoir d'un air fâché. Et au moment où Coupeau poussait les 2 femmes au cou l'une de l'autre, en le traitant de bête, un pochard qui semblait vouloir passer à droite eut un brusque crochet à gauche et va se jeter entre elles. Tiens, c'est le père Bazouge, dit Lorieux, il a son compte aujourd'hui. Gervaise effrayée se collait contre la porte de l'hôtel. Le père Bazouge, un croque-mort d'une 50aine d'années, avait son pantalon noir taché de boue, son manteau noir agrafé sur l'épaule, son chapeau de cuir noir cabossé, aplati dans quelques chutes. Il n'est pas peur, il n'est pas méchant, continuait Lorieux. C'est un voisin, 3e chambre dans le corridor avant d'arriver chez nous. Il serait propre si son administration le voyait comme ça. Cependant, le père Bazouge s'offusquait de la terreur de la jeune femme. Bah quoi, bégaya-t-il, on mange personne de notre partie. J'en vois un autre, allez ma petite. Sans doute que j'ai bu un coup.
Quand l'ouvrage donne, il faut bien se casser les roues. Ce n'est pas vous, mais la compagnie qui aurait descendu le particulier de 600 livres que nous avons mené à 2 du 4e sur le trottoir, et sans le casser encore. Moi, jamais Jean rigolo. Mais Gervaise se rentrait davantage dans l'angle de la porte, prise d'une grosse envie de pleurer, qui lui gâtait toute sa journée de joie raisonnable. Elle ne songeait plus à embrasser sa belle-sœur. Elle suppliait Coupeau d'éloigner l'ivrogne. Alors, Bazouge, en chancelant, eut un geste plein de dédain philosophique. Ça ne vous empêchera pas d'y passer, ma petite. Vous serez peut-être bien content d'y passer un jour. Ouais, j'en connais des femmes qui diraient merci sans les emporter. Et comme les glorieux se décidaient à l'emmener, il se retourna. Il balbutia une dernière phrase entre deux hoquets. Quand on est mort, écoutez ça. Quand on est mort, c'est pour longtemps. Émile Zola, La Savoir. Chapitre 4. Ce furent 4 années de dur travail. Dans le quartier, Gervaise et Coupeau étaient en bon ménage, vivant à l'écart, sans batterie, avec un tour de promenade régulier le dimanche du côté de Saint-Ouen. La femme faisait des journées de 11 heures chez Madame Fauconnier et trouvait le moyen de tenir son chez elle propre comme un seau, de donner la pâtée à tout son monde, matin et soir. L'homme ne se saoulait pas, rapportait ses quinzaines, fumait une pipe à sa fenêtre avant de se coucher pour prendre l'air. On les citait à cause de leur gentillesse. Et, comme ils gagnaient à eux deux près de 9 francs par jour, on calculait qu'ils devaient mettre de côté pas mal d'argent. Mais dans les premiers temps surtout, il leur fallut joliment trimer pour joindre les deux bouts. Leur mariage leur avait mis sur le dos une dette de 200 francs. Puis, ils s'abominaient à l'hôtel Boncoeur. Ils trouvaient ça dégoûtant, plein de sales fréquentations, et ils rêvaient d'être chez eux, avec des meubles à eux qu'ils soigneraient. 20 fois, ils calculèrent la somme nécessaire. Ça montait, en chiffres ronds, à 350 francs s'ils voulaient tout de suite n'être pas embarrassés pour serrer leurs affaires et avoir sous la main une casserole ou un poêlon quand ils en auraient besoin. Ils désespéraient d'économiser une si grosse somme en moins de 2 années, lorsqu'il leur arriva une bonne chance. Un vieux monsieur de Plassans leur demanda Claude, l'aîné des petits, pour le placer là-bas au collège. Une tocade généreuse et originale, amateur du tableau, que des bonhommes, barbouillés autrefois par le mioche, avaient vivement frappé. Claude leur coûtait déjà les yeux de la tête. Quand ils n'eurent plus à leur charge que le cadet Étienne, ils amassèrent les 350 francs en 7 mois et demi. Le jour où ils achetèrent leurs meubles chez un revendeur de la rue Bel-Homme, ils firent, avant de rentrer, une promenade sur les boulevards extérieurs, le cœur gonflé d'une grosse joie. Il y avait un lit, une table de nuit, une commode à dessus de marbre, une armoire, une table ronde avec sa toile cirée, 6 chaises, le tout en vieil acajou, sans compter la literie, du linge, des ustensiles de cuisine presque neufs. C'était pour eux comme une entrée sérieuse et définitive dans la vie, quelque chose qui, en les faisant propriétaires, leur donnait de l'importance au milieu des gens bien posés du quartier. Le choix d'un logement, depuis 2 mois, les occupait. Ils voulurent, avant tout, en louer un dans la grande maison rue de la Goutte d'Or. Mais pas une chambre n'y était libre. Ils durent renoncer à leur ancien rêve. Pour dire la vérité, Gervaise ne fut pas fâchée au fond. Le voisinage glorieux, porte à porte, l'effrayait beaucoup. Alors, ils cherchèrent ailleurs. Coupeau, très justement, tenait à ne pas s'éloigner de l'atelier de Madame Fauconnier pour que Gervaise pût, d'un saut, être chez elle à toutes les heures du jour. Et ils eurent enfin une trouvaille. Une grande chambre, avec un cabinet et une cuisine, rue Neuve de la Goutte d'Or, presque en face de la blanchisseuse. C'était une petite maison à un seul étage, un escalier très raide, en haut duquel il y avait seulement 2 logements, l'un à droite, l'autre à gauche. Le bas se trouvait habité par un loueur de voitures, dont le matériel occupait des hangars dans une vaste cour, le long de la rue. La jeune femme, charmée, croyait retourner en province. Pas de voisine, pas de cancan à craindre, un coin de tranquillité qui lui rappelait une ruelle de Plassans, derrière les remparts. Et pour comble de chance, elle pouvait voir sa fenêtre de son établi, sans quitter ses fers, en allongeant la tête. L'emménagement eut lieu au terme d'avril. Gervaise était alors enceinte de 8 mois, mais elle montrait une belle vaillance, disant avec un rire que l'enfant l'aidait lorsqu'elle travaillait. Elle sentait en elle ses petites menottes pousser et lui donner des forces. Ah bien, elle recevait joliment Coupeau, les jours où il voulait la faire coucher pour se dorloter un peu. Elle se coucherait aux grosses douleurs. Ce serait toujours assez tôt, car maintenant, avec une bouche de plus, il allait falloir donner un rude coup de collier. Et ce fut elle qui nettoyait le logement, avant d'aider son mari à mettre les meubles en place. Elle eut une religion pour ses meubles, les essuyant avec des soins maternels, le cœur crevé à la vue de la moindre égratignure. Elle s'arrêtait, saisie comme si elle se fût tapée elle-même, quand elle cognait en balayant. La commode, surtout, lui était chère. Elle la trouvait belle, solide, l'air sérieux. Un rêve dont elle nous parlé était d'avoir une pendule pour la mettre au beau milieu du marbre, où elle aurait produit un effet magnifique. Sans le bébé qui venait, elle se serait peut-être risquée à acheter sa pendule. Enfin, elle renvoyait ça plus tard, avec un soupir. Le ménage vécut dans l'enchantement de sa nouvelle demeure. Le lit d'Étienne occupait le cabinet, où l'on pouvait encore installer une autre couchette d'enfant. La cuisine était grande comme la main, et toute noire, mais en laissant la porte ouverte, on y voyait assez clair. Puis, Gervaise n'avait pas à faire des repas de 30 personnes, il suffisait qu'elle y trouvât la place de son pot-au-feu. Quant à la grande chambre, elle était leur orgueil. Dès le matin, il fermait les rideaux de l'alcôve, des rideaux de calicot blanc, et la chambre se trouvait transformée en salle à manger, avec la table au milieu, l'armoire et la commode en face l'une de l'autre. Comme la cheminée brûlait jusqu'à 15 seaux de charbon par jour, il l'avait bouchée. Un petit poêle de fonte, posé sur la plaque de marbre, les chauffait pour 7 sous pendant les grands froids. Ensuite, Coupeau avait orné les murs de son mieux, en se promettant des embellissements. Une haute gravure représentant un maréchal de France, caracolant avec son bâton à la main, entre un canon et un tas de boulets, tenait lieu de glace. Au-dessus de la commode, les photographies de la famille étaient rangées sur 2 lignes. À droite et à gauche, un aménitier de porcelaine dorée, dans lequel on mettait des allumettes. Sur la corniche de l'armoire, un buste de Pascal faisait pendant un buste de Béranger, l'un grave, l'autre souriant près de Coucou, dont il semblait écouter le tic-tac. C'était vraiment une belle chambre. Devinez combien nous payons ici demandait Gervaise à chaque visiteur. Et quand on estimait son loyer trop haut, elle triomphait. Elle criait, ravie d'être si bien pour si peu d'argent. 150 francs, pas un liard de plus. Hein, c'est donné. La rue Neuve de la Goutte d'Or, elle-même, entrait pour une bonne part dans leur contentement. Gervaise y vivait, allant sans cesse de chez elle, chez Madame Fauconnier. Coupeau, le soir, descendait maintenant, fumait sa pipe sur le pas de la porte. La rue sans trottoir, le pavé défoncé, montait. En haut, du côté de la rue de la Goutte d'Or, il y avait des boutiques sombres, aux carreaux sales, des cordonniers, des tonneliers, une épicerie borne, un marchand de vin en faillite, dont les volets fermés depuis des semaines se couvraient d'affiches. À l'autre bout, vers Paris, des maisons de 4 étages barraient le ciel, occupées à leur rez-de-chaussée par des blanchisseuses, les unes près des autres, en tas. Seule, une devanture de perruquier de petite ville, peinte en vert, toute pleine de flacons aux couleurs tendres, égayait ce coin d'ombre du vif éclair de ses plats de cuivre, tenus très propres. Mais la gaieté de la rue se trouvait au milieu, à l'endroit où les constructions, en devenant plus rares et plus basses, laissaient descendre l'air et le soleil.
Les hangars du loueur de voitures, l'établissement voisin où on fabriquait de l'eau de Seltz, de lavoir, en face, élargissent un vaste espace libre, silencieux, dans lequel les voix étouffées des laveuses et la laine régulière de la machine à vapeur semblaient grandir encore le recueillement. Des terrains profonds, des allées s'enfonçant entre des murs noirs, mettaient là un village. Et Coupeau, amusé par les rares passants qui enjambaient le ruissellement continu des eaux savonneuses, disait se souvenir d'un pays où l'avait conduit un de ses oncles, à l'âge de 5 ans. La joie de Gervaise était, à gauche de sa fenêtre, un arbre planté dans une cour, un acacia, allongeant une seule de ses branches, et dont la maigre verdure suffisait au charme de toute la rue. Ce fut le dernier jour d'avril que la jeune femme accoucha. Les douleurs la prirent l'après-midi, vers 4 heures, comme elle repassait une paire de rideaux chez Madame Fauconnier. Elle ne voulait pas s'en aller tout de suite, restant là, se tortiller sur une chaise, donnant un coup de fer quand ça se calmait un peu. Les rideaux pressés, elle s'entêtait à les finir. Puis, ça n'était peut-être qu'une colique, il ne fallait pas s'écouter pour un mal de ventre. Mais, comme elle parlait de se mettre à des chemises d'homme, elle devint blanche. Elle dut quitter l'atelier, traverser la rue, courbée en deux, se tenant au mur. Une ouvrière offrait de l'accompagner. Elle refusa. Elle la pria seulement de passer chez la sage-femme, à côté, rue de la Charbonnière. Le feu n'était pas à la maison, bien sûr. Elle en avait sans doute pour toute la nuit. Ça ne l'avait pas l'empêcher en rentrant de préparer le dîner de Coupeau. Ensuite, elle verrait à se jeter un instant sur le lit, sans même se déshabiller. Dans l'escalier, elle fut prise d'une telle crise qu'elle dut s'asseoir au beau milieu des marches et à serrer ses 2 poings sur sa bouche pour ne pas crier parce qu'elle éprouvait une honte à être trouvée là par des hommes si l'on montait. La douleur passa. Elle put ouvrir la porte, soulagée, pensant décidément s'être trompée. Elle faisait, ce soir-là, un ragoût de mouton avec des hauts de côtelettes. Tout marchait encore bien pendant qu'elle pelurait ses pommes de terre. Les hauts de côtelettes revenaient dans un poêlon quand les sueurs et les tranchées reparurent. Elle tourna son cou, en piétinant devant le fourneau, aveuglée par de grosses larmes. C'est la coucher, n'est-ce pas? Ce n'était point une raison pour laisser Coupeau sans manger. Enfin, le ragoût mijota sur un feu couvert de cendres. Elle revint dans la chambre, crut avoir le temps de mettre un couvert à un bout de la table, et il lui fallut reposer bien vite le litre de vin. Elle n'eut plus la force d'arriver au lit. Elle tomba et accoucha par terre, sur un paillasson. Lorsque la sage-femme arriva, un quart d'heure plus tard, ce fut là qu'elle la délivra. Lusinger travaillait toujours à l'hôpital. Gervaise défendit d'aller le déranger. Quand il rentra, à 7 heures, il la trouva couchée, bien enveloppée, très pâle sur l'oreiller. L'enfant pleurait, emmailloté dans un châle, au pied de la mère. Ah, ma pauvre femme, dit Coupeau en embrassant Gervaise. Et moi qui rigolais, il y a pas une heure, pendant que tu criais au petit pâté. Dis donc, tu n'es pas embarrassée? Tu vous lâches ça de temps d'éternuer? Elle eut un faible sourire, puis elle murmura. C'est une fille. Juste, reprit le zingueur, blaguant pour la remettre. J'avais commandé une fille. Hein, me voilà servi. Tu fais donc tout ce que je veux? Et prenant l'enfant, il continua. Pour vous voir un peu, mademoiselle Souillon, vous avez une petite frimousse bien noire. Ça blanchira, n'ayez pas peur. Il faudra être sage, ne pas faire la gourgandine. Grandir raisonnable, comme papa et maman. Gervaise, très sérieuse, regardait sa fille, les yeux grands ouverts, lentement assombris d'une tristesse. Elle hocha la tête. Elle aurait voulu un garçon parce que les garçons se débrouillent toujours et ne courent pas tant de risques dans ce pari. La sage-femme dut enlever le poupon des mains de Coupeau. Elle défendit aussi à Gervaise de parler. C'était déjà mauvais qu'on fit tant de bruit autour d'elle. Alors, le zingueur dit qu'il fallait prévenir maman Coupeau et les Lorieux. Mais il crevait de faim. Il voulait dîner auparavant. Ce fut un gros ennui pour l'accoucher de le voir se servir lui-même. Courir à la cuisine chercher le ragoût, manger dans une assiette creuse, ne pas trouver le pain. Malgré la défense, elle se lamentait, se tournait entre les draps. Aussi c'était bien bête de n'avoir pas pu mettre la table. La colique l'avait assise par terre, comme un coup de bâton. Ce pauvre homme n'en voudrait d'être là, à se dorloter, quand il mangeait si mal. Les pommes de terre étaient assez cuites au moins. Elle ne se rappelait plus si elle les avait salées. Taisez-vous donc, cria la sage-femme. Ah, quand vous l'empêcherez de se miner, par exemple, dit Coupeau, la bouche pleine. Si vous n'étiez pas là, je parie qu'elle se lèverait pour me couper mon pain. Tiens-toi donc sur le dos, grosse dinde. Faut pas te démolir. Autrement, tu en as pour 15 jours à te remettre sur tes pattes. Il est très bon ton ragoût. Madame va manger avec moi, n'est-ce pas, madame? La sage-femme refusa. Mais elle voulut bien boire un verre de vin, parce que ça l'avait émotionnée, disait-elle, de trouver la malheureuse femme avec le bébé sur le paillasson. Coupeau partit enfin, pour annoncer la nouvelle à la famille. Une demi-heure plus tard, il revint avec tout le monde, maman Coupeau, les Lorieux, madame Laura, qu'il avait justement rencontré chez ces derniers. Les Lorieux, devant la prospérité du ménage, étaient devenus très aimables, faisaient un éloge au trait de Gervaise, en laissant échapper de petits gestes restrictifs, des hochements de menton, des battements de paupières, comme pour ajourner leur vrai jugement. Enfin, ils savaient ce qu'ils savaient, seulement, ils ne voulaient pas aller contre l'opinion de tout le quartier. Je t'amène la séquelle, cria Coupeau. Tant pis, ils ont voulu te voir. Ne vois pas le bec, ça t'est défendu. Ils resteront là te regarder tranquillement, sans se formaliser, n'est-ce pas? Moi, je vais leur faire du café, et du chouette. Il disparut dans la cuisine. Maman Coupeau, après avoir embrassé Gervaise, s'émerveillait de la grosseur de l'enfant. Les 2 autres femmes avaient également appliqué de gros baisers sur les joues de la couchée. Et toutes 3, debout devant le lit, commentaient, en s'exclamant, les détails des couches, de drôles de couches, une dent arrachée, pas davantage. Madame Laura examinait la petite partout, la déclarait bien conformée, ajoutait même avec intention que ça ferait une fameuse femme, et comme elle trouvait la tête pointue, elle la pétrissait légèrement, malgré ses cris, afin de l'arrondir. Madame Lorieux lui arracha le bébé en se fâchant. Ça suffisait pour donner tous les vices à une créature, de la tripoter ainsi, quand elle avait le crâne si tendre. Puis, elle chercha la ressemblance. On manqua se disputer. Lorieux, qui allongeait le cou derrière les femmes, répétait que la petite n'avait rien de Coupeau. Un peu le nez, peut-être, et encore. C'était toute sa mère, avec des yeux d'ailleurs. Pour sûr, ces yeux-là ne venaient pas de la famille. Cependant, Coupeau ne reparaissait plus. On l'entendait dans la cuisine se battre avec le fourneau et la cafetière. Gervaise se tournait les sangs. Ce n'était pas l'occupation d'un homme de faire du café. Et il lui criait comment il devait s'y prendre, sans écouter les chutes énergiques de la sage-femme. Enlevez le baluchon, dit Coupeau, qui rentra, la cafetière à la main. Hein? Est-elle assez canulante? Il faut qu'elle se cauchemarde. Nous allons boire ça dans des verres, n'est-ce pas? Parce que, voyez-vous, les tasses sont restées chez le marchand. On s'assit autour de la table, et le zingueur voulut verser le café lui-même. Il sentait joliment fort, ce n'était pas la roupie de son sonnet. Quand la sage-femme eut siroté son verre, elle s'en alla. Tout marchait bien, on n'avait plus besoin d'elle. Si la nuit n'était pas bonne, on en virait chercher le lendemain. Elle descendait encore l'escalier, que Madame Lorieux la traita de licheuse et de propre à rien. Je se mettait 4 morceaux de sucre dans son café, elle se faisait donner des 15 francs pour vous laisser accoucher toute seule. Mais Coupeau la défendait. Il allongerait les 15 francs de bon cœur, après tout. Ces femmes-là passaient leur jeunesse à étudier, elles avaient raison de demander cher. Ensuite, Lorieux se disputa avec Madame Laura. Lui prétendait que, pour avoir un garçon, il fallait tourner la tête de son lit vers le nord, tandis qu'elle haussait les épaules traitant ça d'enfantillage, donnant une autre recette, qui consistait à cacher sous le matelas, sans le dire à sa femme, une poignée d'orties fraîches, cueillies au soleil. On avait poussé la table près du lit. Jusqu'à 10 heures, Gervaise, prise peu à peu d'une fatigue immense, resta souriante et stupide, la tête tournée sur l'oreiller.
Elle voyait, elle entendait, mais elle ne trouvait plus la force de hasarder un geste, ni une parole. Et lui semblait être morte, d'une mort très douce, du fond de laquelle elle était heureuse de regarder les autres vivre. Par moments, un vagissement de la petite montée, au milieu des grosses voix, des réflexions interminables sur un assassinat commis la veille, rue du Bon Puy, à l'autre bout de la chapelle. Puis comme la société songeait au départ, on parla du baptême. Les Glorieux avaient accepté d'être parrain et marraine. En arrière, ils rechignaient. Pourtant, si le ménage ne s'était pas adressé à eux, ils auraient fait une drôle de figure. Coupeau ne voyait guère la nécessité de baptiser la petite. Ça ne lui donnerait pas 10 000 livres de rente, bien sûr. Et encore, ça risquait de le ruiner. Moins on avait affaire au curé, mieux ça valait. Mais maman Coupeau le traitait de païen. Les Glorieux, sans aller manger le bon Dieu dans les églises, se piquaient d'avoir de la religion. Ce sera pour dimanche si vous voulez, dit le chimiste. Et Gervaise, ayant consenti d'un signe de tête, tout le monde l'embrassa en lui recommandant de se bien porter. On dit aussi adieu au bébé. Chacun va se pencher sur ce pauvre petit corps frissonnant, avec des risettes, des mots de tendresse, comme s'il avait pu comprendre. On l'appelait Nana, la caresse du nom d'Anna que portait sa marraine. Bonsoir Nana. Allons Nana, soyez belle fille. Quand ils furent enfin partis, Coupeau mit sa chaise tout contre le lit et acheva sa pipe, en tenant dans la sienne la main de Gervaise. Il fumait lentement, lâchant des phrases entre deux bouffées, très ému. Hein, ma vieille, ils t'ont cassé la tête. Tu comprends, je n'ai pas pu les empêcher de venir. Après tout, ça prouve leur amitié. Mais n'est-ce pas, on est mieux seuls. Moi, j'avais besoin d'être un peu seule, comme ça, avec toi. La soirée m'a paru d'un long. Cette pauvre poule, elle est bien du bobo. Ce crapoussonnat, quand ça vient au monde, ça ne se doute guère du mal que ça fait. Vrai, ça doit être comme si on vous ouvrait les reins. Où est-il le bobo que je l'embrasse? Il lui avait glissé délicatement sur le dos une de ses grosses mains, et il l'attirait, il lui baisait le ventre à travers le drap, pris d'un attendrissement d'homme rude pour cette fécondité, endolorie encore. Il demandait s'il ne lui faisait pas du mal. Il aurait voulu la guérir en soufflant dessus. Et Gervaise était bien heureuse. Elle lui jurait qu'elle ne souffrait plus du tout. Elle songeait seulement à se relever le plus tôt possible, parce qu'il ne fallait pas se croiser les bras maintenant. Mais lui la rassurait. Est-ce qu'il ne se chargeait pas de gagner la pâtée de la petite? Il serait un grand lâche si jamais il lui laissait cette gamine sur le dos. Ça ne lui semblait pas malin de savoir faire un enfant. Le mérite, pas vrai, c'était de le nourrir. Coupeau, cette nuit-là, ne dormit guère. Il avait couvert le feu du poêle. Toutes les heures, il dut se relever pour donner au bébé des cuillerées d'eau sucrée. Ça ne l'empêcha pas de partir le matin au travail, comme à son habitude. Il profita même de l'heure de son déjeuner, alla à la mairie faire sa déclaration. Pendant ce temps, Madame Boche, prévenue, était accourue passer la journée auprès de Gervaise. Mais celle-ci, après 10 heures de profond sommeil, se lamentait, disait déjà se sentir toute courbatue de garder le lit. Elle tomberait malade si on ne la laissait pas se lever. Le soir, quand Coupeau revint, elle lui conta ses tourments. Sans doute, elle avait confiance en Madame Boche. Seulement, ça la mettait hors d'elle de voir une étrangère, s'installer dans sa chambre, ouvrir des tiroirs, toucher ses affaires. Le lendemain, la concierge, en revenant d'une commission, la trouva debout, habillée, balayant et s'occupant du dîner de son mari. Et jamais elle ne voulut se recoucher. On se moquait d'elle peut-être. C'était bon pour les dames d'avoir l'air d'être cassées. Lorsqu'on n'était pas riche, on n'avait pas le temps. 3 jours après ses couches, elle repassait les jupons chez Madame Fauconnier, tapant ses fers, mise en sueur par la grosse chaleur du fourneau. Dès le samedi soir, Madame Lorieux apporta ses cadeaux de marraine. Un bonnet de 35 sous et une robe de baptême, plissée et garnie d'une petite dentelle qu'elle avait vue pour 6 francs, parce qu'elle était défraîchie. Le lendemain, Lorieux, comme parrain, donna à la coucher 6 livres de sucre. Il faisait les choses proprement. Même le soir, au repas qui eut lieu chez les Coupeaux, ils ne se présentèrent point les mains vides. Le mari arriva avec un litre de vin cacheté sous chaque bras, tandis que la femme tenait un large flanc acheté chez un pâtissier de la chaussée Clignancourt, très en renom. Seulement, les Lorieux allaient raconter leur largesse dans tout le quartier. Ils avaient dépensé près de 20 francs. Gervaise, en apprenant leur commérage, resta suffoquée, et ne leur tint plus aucun compte de leur bonne manière. Ce fut à ce dîner de baptême que les Coupeaux achevèrent de se lier étroitement avec les voisins du palier. L'autre logement de la petite maison était occupé par 2 personnes, la mère et le fils, les Gouget, comme on les appelait. Jusque-là, on s'était salué dans l'escalier et dans les rues, rien de plus. Les voisins semblaient un peu ours. Puis, la mère lui ayant monté un seau d'eau, le lendemain de ses couches, Gervaise avait jugé convenable de les inviter au repas, d'autant plus qu'elle les trouvait très bien. Et là, naturellement, on avait fait connaissance. Les Gouget étaient du département du Nord. La mère accommodait les dentelles, le fils, forgeron de son état, travaillait dans une fabrique de boulons. Ils occupaient l'autre logement du palier, depuis 5 ans. Derrière la paix muette de leur vie, se cachait tout un chagrin ancien. Le père Gouget, un jour d'ivresse furieuse, à Lille, avait assommé un camarade à coups de barre de fer, puis était étranglé dans sa prison, avec son mouchoir. La veuve et l'enfant, venus à Paris après leur malheur, sentaient toujours ce drame sur leur tête, le racheté par une honnêteté stricte, une douceur et un courage inaltérables. Même, ils se mêlaient un peu de fierté dans leur cas, car ils finissaient par se voir meilleurs que les autres. Madame Gouget, toujours vêtue de noir, le front encadré d'une coiffe monacale, avait une face blanche et reposée de matrone, comme si la pâleur des dentelles, le travail minutieux de ses doigts, lui eût donné un reflet de sérénité. Gouget était un colosse de 23 ans, superbe, le visage rose, les yeux bleus, d'une force herculéenne. À l'atelier, les camarades appelaient la gueule d'or, à cause de sa belle barbe jaune. Gervaise se sentit tout de suite prise d'une grande amitié pour ces gens. Quand elle pénétra la première fois chez eux, elle resta émerveillée de la propreté du logis. Il n'y avait pas à dire, on pouvait souffler partout, pas un grain de poussière ne s'envolait. Et le carreau luisait, d'une clarté de glace. Madame Gouget la fit entrer dans la chambre de son fils, pour voir. C'était gentil et blanc, comme dans la chambre d'une fille. Un petit lit de fer garni de rideaux de mousseline, une table, une toilette, une étroite bibliothèque pendue au mur, puis des images, du haut en bas, des bonhommes découpés, des gravures coloriées fixées à l'aide de 4 clous, des portraits de toutes sortes de personnages, détachés des journaux illustrés. Madame Gouget disait avec un sourire que son fils était un grand enfant. Le soir, la lecture le fatiguait. Alors, il s'amusa à regarder ces images. Gervaise s'oublia une heure près de sa voisine, qui s'était remise à son tambour, devant une fenêtre. Elle s'intéressait aux centaines d'épingles attachant la dentelle, heureuse d'être là, respirant de la bonne odeur de propreté du logement, où cette besogne délicate mettait un silence recueilli. Les Gouget gagnaient encore à être fréquentés. Ils faisaient de grosses journées et plaçaient plus du quart de leur quinzaine à la caisse d'épargne. Dans le quartier, on les saluait. On parlait de leur économie. Gouget n'avait jamais un trou, sortait avec des bourgeons propres, sans une tache. Il était très poli, même un peu timide, malgré ses larges épaules. Les blanchisseuses du bout de la rue s'égayaient à le voir baisser le nez quand il passait. Il n'aimait pas leurs gros mots, trouvant ça dégoûtant que des femmes eussent sans cesse des saletés à la bouche. Un jour pourtant, il était entré gris. Alors, Madame Gouget, pour tout reproche, l'avait mis en face d'un portrait de son père. Une mauvaise peinture cachée pieusement au fond de la commode. Et depuis cette leçon, Gouget ne buvait plus qu'à sa suffisance, sans même pourtant contre le vin, car le vin est nécessaire à l'ouvrier. Le dimanche, il sortait avec sa mère, à laquelle il donnait le bras. Plus souvent, il la menait du côté de Vincennes. D'autres fois, il la conduisait au théâtre. Sa mère restait sa passion. Il lui parlait encore comme s'il était tout petit. La tête carrée, la chair alourdie par le rude travail du marteau. Il tenait des grosses bêtes, dures d'intelligence, bons tout de même.
Les premiers jours, Gervaise le gêna beaucoup. Puis en quelques semaines, il s'habitua à elle. Il la guettait pour lui montrer ses paquets, la traitait en sœur, avec une brusque familiarité, découpant des images à son attention. Cependant, un matin, ayant tourné la clé sans frapper, il la surprit à moitié nue, se lavant le cou, et de 8 jours, il ne la regarda pas en face, si bien qu'il ne finissait par la faire rougir elle-même. Cadécassi, avec son bagou parisien, trouvait la gueule d'or bêta. C'était bien de ne pas se ficher, de ne pas souffler dans le nez des filles, sur les trottoirs, mais il fallait pourtant qu'un homme fût un homme, sans quoi autant valait-il tout de suite porter des jupons. Il le blaguait devant Gervaise, en l'accusant de faire de l'œil à toutes les femmes du quartier, et ce tampon majeur de bouger se défendait violemment. Ça n'empêchait pas les deux ouvriers d'être camarades. Ils s'appelaient le matin, partaient ensemble, buvaient parfois un verre de bière avant de rentrer. Depuis le dîner du baptême, ils se tutoyaient parce que dire toujours vous, ça allonge les phrases. Leur amitié en restait là, quand la gueule d'or rendit à Cadécassi un fier service, un de ces services signalés dont on se souvient la vie entière. C'était au 2 décembre. Le zingueur, la rigolade, avait eu la belle idée de descendre voir l'émeute. Il se fichait pas mal de la République, du Bonaparte et de tout le tremblement. Seulement, il adorait la poudre. Les coups de fusil lui semblaient drôles. Et il allait très bien être passé derrière une barricade si le forgeron ne s'était rencontré là, juste à point pour le protéger de son grand corps et l'aider à filer. Goujet, en remontant la rue de Faubourg-Poissonnière, marchait vite, la figure grave. Lui, s'occupait de politique et des républicains, sagement, en nom de la justice et du bonheur de tous. Cependant, il n'avait pas fait le coup de fusil, et il donnait ses raisons. Le peuple se lassait de payer aux bourgeois les marrons qu'elle tirait descendre, en se brûlant les pattes. Février et juin étaient de fameuses leçons aussi. Désormais, les faubourgs laisseraient-ils la ville s'arranger comme elle l'entendrait. Puis, arrivé sur la hauteur, rue des Poissonniers, il avait tourné la tête, regardant Paris, bâclé tout de même là-bas de la fichue besogne. Le peuple, un jour pourrait se repentir de s'être croisé les bras. Mais coup pour ricaner, pas plus trop bêtes les ânes qui risquaient leur peau à la seule fin de conserver leurs 25 francs au sacré fainéant de la chambre. Le soir, les coupons invitèrent les Goujet à dîner. Au dessert, Cadécassi et la gueule d'or se posèrent chacun 2 gros baisers sur les joues. Maintenant, c'était à la vie et à la mort. Pendant 3 années, la vie des deux familles coula, aux 2 côtés du palier, sans un événement. Gervaise avait élevé la petite, en trouvant le moyen de perdre, au plus, 2 jours de travail par semaine. Elle devenait une bonne ouvrière de fin, gagnait jusqu'à 3 francs. Aussi, s'était-elle décidée à mettre Étienne, qui allait sur ses 8 ans, dans une petite pension de la rue de Chartres, où elle payait 100 sous. Le ménage, malgré la charge des 2 enfants, plaçait des 20 francs et des 30 francs chaque mois à la caisse d'épargne. Quand leurs économies atteignirent la somme de 600 francs, la jeune femme ne dormit plus, obsédée d'un rêve d'ambition. Elle voulait s'établir, louer une petite boutique, prendre à son tour des ouvrières. Elle avait tout calculé. Au bout de 20 ans, si le travail marchait, il pouvait avoir une rente, qu'ils iraient manger quelque part, à la campagne. Pourtant, elle n'osait se risquer. Elle disait chercher une boutique, pour se donner le temps de la réflexion. L'argent ne craignait rien à la caisse d'épargne, au contraire, il faisait des petits. En 3 années, elle avait contenté une seule de ses envies. Elle s'était acheté une pendule. Encore cette pendule, une pendule de palissandre, la colonne torse, à balancier de cuivre doré, devait-elle être payée en un an, par un compte de 20 sous tous les lundis. Elle se fâchait lorsque Coupeau parlait de la montée. Elle seule enlevait le globe, essuyait les colonnes avec religion, comme si le marbre de sa commode se fût transformé en chapelle. Sous le globe, derrière la pendule, elle cachait le livret de la caisse d'épargne. Et souvent, quand elle réveillait sa boutique, elle s'oubliait là, devant le cadran, à regarder fixement tourner les aiguilles, ayant l'air d'attendre quelques minutes particulières et solennelles pour se décider. Les Coupeaux sortaient presque tous les dimanches avec les Goujet. C'était des parties gentilles, une friture à Saint-Ouen ou un lapin à Vincennes, mangé sans épates, sous le bosquet d'un traiteur. Les hommes buvaient leur soif, revenaient sains comme l'œil, en donnant le bras aux dames. Le soir, avant de se coucher, les 2 ménages comptaient, partageaient la dépense par moitié, et jamais un sou en plus ou en moins ne soulevait une discussion. Les Lorieux étaient jaloux des Goujet. Ça leur paraissait drôle tout de même de voir Cadécassi et la Bonbon aller sans cesse avec les étrangers quand ils avaient une famille. Ah, bien oui, ils s'en souciaient comme d'une digne de leur famille. Depuis qu'ils avaient 4 sous de côté, ils faisaient joliment leur tête. Madame Lorieux, très vexée de voir son frère lui échapper, recommençait à vomir des injures contre Gervaise. Madame Lerat, au contraire, prenait parti pour la jeune femme, la défendait en racontant des contes extraordinaires, des tentatives de séduction, le soir sur le boulevard, dont elle la montrait sortant en héroïne de drame, flanquant une paire de claques à ses agresseurs. Quant à maman Coupeau, elle tâchait de raccommoder tout le monde, de se faire bien venir de tous ses enfants. Sa vue baissait de plus en plus. Elle n'avait plus qu'un ménage. Elle était contente de trouver 100 sous chez les uns et chez les autres. Le jour même où Nana prenait ses 3 ans, Coupeau, en rentrant le soir, trouva Gervaise bouleversée. Elle refusait de parler. Elle n'avait rien du tout, disait-elle. Mais, comme elle mettait la table à l'envers, s'arrêtant avec les assiettes pour tomber dans de grosses réflexions, son mari voulut absolument savoir. Eh bien voilà, finit-elle par avouer. La boutique du petit Mercier rue de la Goutte d'Or est à louer. J'ai vu ça il y a 1 heure, en allant acheter du fil. Ça m'a donné un coup. C'était une boutique très propre, juste dans la grande maison où il rêvait d'habiter autrefois. Il y avait la boutique, une arrière-boutique avec 2 autres chambres, à droite et à gauche. Enfin, ce qu'il leur fallait. Les pièces un peu petites, mais bien distribuées. Seulement, elle trouvait ça trop cher. Le propriétaire parlait de 500 francs. Tu vas donc visiter et demander le prix, dit Coupeau. Oh, tu sais, par curiosité, répondit-elle en affectant un air d'indifférence. On cherche, on entre à tous les écriteaux, ça n'engage à rien. Mais celle-là est trop chère, décidément. Puis, ce serait peut-être une bêtise de m'établir. Cependant, après le dîner, elle revint à la boutique du Mercier. Elle dessina les lieux sur la marge d'un journal. Et peu à peu, elle en causait, mesurait les coins, arrangeait les pièces, comme si elle avait dû, dès le lendemain, gazer ses meubles. Alors, Coupeau la poussa à louer en voyant sa grande envie. Pour sûr, elle ne trouverait rien de propre à moins de 500 francs. D'ailleurs, on obtiendrait peut-être une diminution. La seule chose ennuyeuse, c'était d'aller habiter la maison des Lorieux, qu'elle ne pouvait pas souffrir. Mais elle se fâcha. Elle ne détestait personne. Dans le feu de son désir, elle défendit même les Lorieux. Ils n'étaient pas méchants au fond, on s'entendrait très bien. Et quand ils furent couchés, Coupeau dormit déjà qu'elle continuait ses aménagements intérieurs, sans avoir pourtant, d'une façon nette, consenti à louer. Le lendemain, restée seule, elle ne put résister au besoin d'enlever le globe de la pendule et de regarder le livret de la caisse de l'épargne. Dire que sa boutique était là-dedans, dans ses feuillets salis de vilaines écritures. Avant d'aller au travail, elle consulta Madame Goujet qui approuva beaucoup son projet de s'établir. Avec un homme comme le sien, bon sujet, ne buvant pas, elle était certaine de faire ses affaires et de ne pas être mangée. Au déjeuner, elle monta même chez les Lorieux pour avoir leur avis. Elle désirait ne pas paraître se cacher de la famille. Madame Lorieux resta saisie. Comment? La Bonbon allait avoir une boutique à cette heure? Et le cœur crevé, elle balbutia. Elle dut se montrer très contente. Sans doute, la boutique était commode. J'avais raison de la prendre. Pourtant, lorsqu'elle se fut un peu remise, elle et son mari parlèrent de l'humidité de la cour, le jour triste des pièces de rez-de-chaussée. Oh, c'était un bon coin pour les rhumatismes. Enfin, s'elle était décidée à louer, n'est-ce pas? Leurs observations, bien certainement, ne l'empêcheraient pas de louer. Le soir, Gervaise avouait franchement rien qu'elle en serait tombée malade sans l'avoir empêchée d'avoir la boutique. Toutefois, avant de dire c'est fait, elle voulut emmener Coupeau voir les lieux et tâcher d'obtenir une diminution sur le loyer. Alors, demain, si ça te plaît, dit son mari,
Tu viendras me prendre vers 6 heures à la maison où je travaille, rue de la Nation, et nous passerons rue de la Goutte d'Or, en entrant. Coupeau terminait alors la toiture d'une maison neuve, à 3 étages. Ce jour-là, il devait justement poser les dernières feuilles de zinc. Comme le toit était presque plat, il y avait installé son établi, un large volet sur 2 tâtons. Un beau soleil de mai se couchait dorant les cheminées. Et tout là-haut, dans le ciel clair, l'ouvrier taillait tranquillement son zinc à coups de cisaille, penché sur l'établi, pareil à un tailleur coupant chez lui une paire de culottes. Contre le mur de la maison voisine, son aide, un gamin de 17 ans, fluet et blond, entretenait le feu du réchaud en manœuvrant un énorme soufflet, dont chaque haleine faisait envoler un pétillement d'étincelles. Isidore! Mets les fers! Cria Coupeau. L'aide, enfonçant les fers à souder au milieu de la braise, la rose pâle dans le plein jour. Puis, il se remit à souffler. Coupeau tenait la dernière feuille de zinc. Elle restait apposée au bord du toit, près de la gouttière. Là, il y avait une brusque pente, et le trou béant de la rue se creusait. Le zingueur, comme chez lui, en chaussons de lisière, s'avança, traînant les pieds, sifflotant l'air donné des petits agneaux. Arrivé devant le trou, il se laissa couler, s'arc-bouta d'un genou contre la maçonnerie d'une cheminée, resta à moitié chemin du pavé. Une de ses jambes pendait. Quand il se renversait pour appeler cette couleuvre de Zidore, il se rattrapait à un coin de la maçonnerie, à cause du trottoir, là-bas, sous lui. Sacré lambava! Donne donc les fers! Quand tu regarderas en l'air, bougre déflanqué. Les alouettes ne te tomberont pas tout rôties. Mais Zidore ne se pressait pas. Il s'intéressait au toit voisin, à une grosse fumée qui montait au fond du Paris, du côté de Grenelle. Ça pouvait bien être un incendie. Pourtant, il va se mettre à plat ventre, la tête au-dessus du trou, et il passa les fers à Coupeau. Alors, celui-ci commença à souder la feuille. Il s'accroupissait, s'allongeait, trouvant toujours son équilibre, assis d'une fesse, perché sur la pointe d'un pied, retenu par un doigt. Il avait un sacré aplomb, un toupet du tonnerre, familier, bravant le danger. Ça le connaissait. C'était la rue qui avait peur de lui. Comme il ne lâchait pas sa pipe, il se tournait de temps à autre. Il crachait paisiblement dans la rue. Tiens, Madame Boche, cria-t-il tout d'un coup. Oui, Madame Boche. Il venait d'apercevoir la concierge, traversant la chaussée. Elle leva la tête, le reconnut, et une conversation s'engagea du toit au trottoir. Elle cachait ses mains sous son tablier, le nez en l'air. Lui, debout maintenant, son bras gauche passé autour d'un tuyau, se penchait. Vous n'avez pas vu ma femme demanda-t-il. Non, bien sûr, répondit la concierge. Elle est par ici? Elle doit venir me prendre. Elle se porte bien chez vous? Mais oui, merci. C'est moi la plus malade, vous voyez. Je vais chausser Clignancourt chercher un petit gigot. Le boucher près de Moulin Rouge ne vend que 16 sous. Il haussait la voix, parce qu'une voiture passait dans la rue de la Nation, large, déserte. Leurs paroles lancées à tout de volée avaient seulement fait mettre à sa fenêtre une petite vieille. Et cette vieille restait là, accoudée, se donnant la distraction d'une grosse émotion, à regarder cet homme, sur la toiture d'en face, comme si elle espérait le voir tomber d'une minute à l'autre. Eh bien bonsoir, cria encore Madame Boche. Je ne veux pas vous déranger. Coupeau se tourna, reprit le fer que Zidore lui tendait. Mais au moment où la concierge s'éloignait, elle aperçut sur l'autre trottoir, Gervaise, tenant Nana par la main. Elle relevait déjà la tête pour avertir le zingueur, lorsque la jeune femme lui ferma la bouche d'un geste énergique. Et à demi-voix, afin de n'être pas entendue là-haut, elle dit sa crainte. Elle redoutait, en se montrant tout d'un coup, de donner à son mari une secousse qui le précipiterait. En 4 ans, elle était allée le chercher une seule fois à son travail. Ce jour-là, c'était la seconde fois. Elle ne pouvait pas assister à ça. Son sang ne faisait qu'un tour quand elle voyait son homme entre ciel et terre, à des endroits où les moineaux eux-mêmes ne se risquaient pas. Sans doute ce n'est pas agréable, murmurait Madame Boche. Moi, le mien est ailleurs, je n'ai pas d'étranglement. Si vous saviez. Dans les premiers temps, dit encore Gervaise, j'avais des frayeurs du matin au soir. Je le voyais toujours, la tête cassée, sur une civière. Maintenant, je n'y pense plus autant. On s'habitue à tout. Il faut bien que le pain se gagne. N'importe est un pain joliment cher, car on risque ses os plus souvent qu'à son tour. Elle se tut, cachant Nana dans sa jupe, craignant les cris de la petite. Malgré elle, toute pâle, elle regardait. Justement, Coupeau sautait le bord extrême de la feuille, près de la gouttière. Il se coulait le plus possible, ne pouvait atteindre le bout. Alors, il se risqua avec ses mouvements ralentis des ouvriers, plein d'aisance et de lourdeur. Un moment, il fut au-dessus du pavé, ne se tenant plus, tranquille, à son affaire, et d'en bas, sur le fer promené d'une main soigneuse, on voyait grésiller la petite femme blanche de la soudure. Gervaise, muette, la gorge étranglée par l'angoisse, avait serré les mains, les élevait d'un geste machinal de supplication. Mais elle respira bruyamment. Coupeau venait de remonter sur le toit, sans se presser, prenant le temps de cracher une dernière fois dans la rue. Mouchard donc cria-t-il gaiement l'apercevant. Elle a fait la bête, n'est-ce pas, Madame Boche? Elle n'a pas voulu appeler. Attends-moi, j'en ai encore pour 10 minutes. Il lui restait à poser un chapiteau de cheminée. On ne bricole de rien du tout. La blanchisseuse et la concierge demeurèrent sur le trottoir, causant du quartier, surveillant Nana, pour l'empêcher de barboter dans le ruisseau, où elle cherchait des petits poissons. Et les deux femmes revenaient toujours à la toiture, avec des sourires, des hochements de tête, comme pour dire qu'elles ne s'impatientaient pas. En face, la vieille n'avait pas quitté sa fenêtre, regardant l'homme, attendant. Puisqu'elle a donc espionné cette bique, dit Madame Boche, une fichue mine. Là-haut, on entendait la voix forte du zingueur chantant, à qui fait bon cueillir la fraise. Maintenant, penché sur son établi, il coupait son zinc en artiste. Un tour de compas, il avait tracé une ligne, et il détachait un large éventail à l'aide d'une paire de cisailles cintrées. Puis, légèrement, au marteau, il ployait cet éventail au fond d'un champignon pointu. Zidore s'était remis à souffler la braise du réchaud. Le soleil se couchait derrière la maison, dans une grande clarté rose, lentement pâlie, tournant en l'île tendre. Et en plein ciel, à cette heure recueillie du jour, les silhouettes des deux ouvriers, grandies démesurément, se découpaient sur le fond limpide de l'air, avec la barre sombre de l'établi et l'étrange profil du soufflet. Quand le chapiteau fut taillé, Coupeau jeta son appel. Zidore, les fers. Mais Zidore venait de disparaître. Le zingueur, en jurant, le chercha du regard, l'appela par la lucarne du grenier restée ouverte. Enfin, il le découvrit sur un toit voisin, à 2 maisons de distance. Le galopin se promenait, explorait les environs, ses maigres cheveux blonds s'envolant au grand air, clignant les yeux en face de l'immensité de Paris. Dis donc, Laflane, est-ce que tu te crois à la campagne? Dit Coupeau furieux. Tu veux comme se Béranger te composes des vers, peut-être? Veux-tu bien me donner les fers? On jamais vu se balader sur les toits. Amène ta connaissance tout de suite, pour lui changer les mamours. Veux-tu me donner les fers, sacre andouille? Il souda. Il cria à Gervaise. Voilà, c'est fini. Je descends. Le tuyau auquel il devait adapter le chapitre se trouvait au milieu du toit. Gervaise, tranquillisée, continuait à sourire en suivant ses mouvements. Nana, rassurée tout d'un coup par la vue de son père, tapait dans ses petites mains. Elle s'était assise sur le trottoir pour mieux voir là-haut. Papa, papa, criait-elle de toute sa force. Papa, regarde donc. Le zingueur voulut se pencher, mais son pied glissa. Alors, brusquement, bêtement, comme un chat dont les pattes s'embrouillent, il roula. Il descendit la pente légère de la toiture, sans pouvoir se rattraper. Nom de Dieu, dit-il d'une voix étouffée. Et il tomba. Son corps décrivit une courbe molle, tourna 2 fois sur lui-même, vint s'écraser au milieu de la rue, avec le coup sourd d'un paquet de linge jeté de haut. Gervaise, stupide, la gorge déchirée d'un grand cri, resta les bras en l'air. Les passants coururent. Un attroupement se forma. Madame Boche, bouleversée, fléchissant sur les jambes, prit Nana entre les bras, pour lui cacher la tête et l'empêcher de voir.
Cependant, en face, la petite vieille, comme satisfaite, fermait tranquillement sa fenêtre. 4 hommes finirent par transporter Coupeau chez un pharmacien, au coin de la rue des Poissonniers. Il demeura là, près d'une heure, au milieu de la boutique, sur une couverture, pendant qu'on était allé chercher un brancard à l'hôpital de la Rivoisière. Il respirait encore, mais le pharmacien avait du petit hochement de tête. Maintenant, Gervaise, à genoux par terre, sanglotait d'une façon continue, barbouillée de ses larmes, aveuglée, et pitié. D'un mouvement machinal, elle avançait les mains, tâtait les membres de son mari, très doucement. Puis elle les retirait, en regardant le pharmacien qui lui avait défendu de toucher. Elle recommençait quelques secondes plus tard, ne pouvant s'empêcher de s'assurer s'il restait chaud, croyant lui faire du bien. Quand le brancard arriva enfin, et qu'on parla de partir pour l'hôpital, elle se releva en disant violemment: Non, non, pas à l'hôpital. Nous demeurons rue Neuve de la Goutte d'Or. On eut beau lui expliquer que la maladie lui coûterait très cher si elle prenait son mari chez elle, elle répétait avec entêtement: Rue Neuve de la Goutte d'Or. Je montrerai la porte. Qu'est-ce que ça vous fait? J'ai de l'argent. C'est mon mari, n'est-ce pas? Il est à moi. Je le veux. Et l'on dut rapporter Coupeau chez lui. Lorsque le brancard traversa la foule qui s'écrasait devant la boutique du pharmacien, les femmes du quartier parlaient de Gervaise avec animation. Elle boitait la matine, mais elle avait tout de même du chien. Bien sûr, elle sauverait son homme, tandis qu'à l'hôpital, les médecins faisaient passer l'arme à gauche aux malades trop détériorés, histoire de ne pas se donner l'embêtement de les guérir. Madame Bosch, après avoir mené Nana chez elle, était revenue et racontait l'accident avec des détails interminables, tout de secouer encore d'émotion. J'allais chercher un gigot, j'étais là, je l'ai vu tomber, répétait-elle. C'est à cause de sa petite, il a voulu la regarder et patatras. Ah, Dieu de Dieu. Je ne demande pas d'en voir tomber un second. Oh, il faut pourtant que j'ai cherché mon gigot. Pendant 8 jours, Coupeau fut très bas. La famille, les voisins, tout le monde s'attendait à le voir tourner de l'œil d'un instant à l'autre. Le médecin, un médecin très cher qui se faisait payer 100 sous la visite, craignait des lésions intérieures, et ce mot effrayait beaucoup. On disait dans le quartier que le zingueur avait eu le cœur décroché par la secousse. Seule, Gervaise, pâlie par les veilles, sérieuse, résolue, haussait les épaules. Son homme avait la jambe droite cassée. Ça, tout le monde le savait. On la lui remettrait, voilà tout. Quant au reste, au cœur décroché, ce n'était rien. Elle lui raccrocherait son cœur. Elle savait comment les cœurs se raccrochent, avec des soins, de la propreté, une amitié solide. Elle montrait une conviction superbe, certaine de le guérir, rien qu'à rester autour de lui et à le toucher de ses mains, dans les heures de fièvre. Elle ne douta pas une minute. Toute une semaine, on la vit sur ses pieds, parlant peu, recueillie dans son entêtement de le sauver, oubliant les enfants, la rue, la vie entière. Le 9e jour, le soir où le médecin répondit enfin du malade, elle tomba sur une chaise, les jambes molles, les chines brisées, tout en larmes. Cette nuit-là, elle consentit à dormir 2 heures, la tête posée sur le pli du lit. L'accident du Coupeau avait mis la famille en l'air. Maman Coupeau passait les nuits avec Gervaise, mais dès 9 heures, elle s'endormit sur sa chaise. Chaque soir, en rentrant du travail, Madame Lerat faisait un grand détour pour prendre des nouvelles. Et Loriot était d'abord venu 2 et 3 fois par jour, offrant de veiller, apportant même un fauteuil pour Gervaise. Puis des querelles n'avaient pas tardé à s'élever sur la façon de soigner les malades, lorsque Loriot prétendit avoir sauvé assez de gens dans sa vie pour savoir comment il fallait s'y prendre. Elle accusait aussi les jeunes femmes de la bousculer, de l'écarter du lit de son frère. Bien sûr, la bombe avait raison de vouloir quand même guérir Coupeau, car enfin, si elle n'était pas allée le déranger rue de la Nation, il ne serait pas tombé. Seulement, de la manière dont elle l'accommodait, elle était certaine de l'achever. Lorsqu'elle vit Coupeau hors de danger, Gervaise cessa de garder son lit avec autant de rudesse jalouse. Maintenant, on ne pouvait plus le lui tuer, et elle laissait approcher les gens sans méfiance. La famille s'est allée dans la chambre. La convalescence devait être très longue. Le médecin avait parlé de 4 mois. Alors, pendant les longs sommeils du Zenger, les Lorieux traitèrent Gervaise de bête. Cela avançait beaucoup d'avoir son mari chez elle. À l'hôpital, il se serait remis sur pied 2 fois plus vite. Lorieux aurait voulu être malade, attraper un bourreau quelconque pour lui montrer s'il hésiterait une seconde à rentrer à la Rivoisière. Madame Lorieux connaissait une dame qui en sortait. Eh bien, elle avait mangé du poulet matin et soir. Et tous deux, pour la 20e fois, refaisaient le calcul de ce que coûterait au ménage les 4 mois de convalescence. D'abord les journées du travail perdu, puis le médecin, les remèdes, et plus tard le bon vin, la viande saignante. Si les Coupeaux croquaient seulement leurs 4 sous d'économie, ils devraient s'estimer fièrement heureux. Mais ils s'endetteraient, c'était à croire. Oh, ça les regardait. Surtout, ils n'avaient pas à compter sur la famille, qui n'était pas assez riche pour entretenir un ménage chez lui. Tant pis pour l'abandon, n'est-ce pas? Elle pouvait bien faire comme les autres, laisser porter son homme à l'hôpital, sans la compléter d'être une orgueilleuse. Un soir, Madame Lorieux eut la méchanceté de lui demander brusquement: Eh bien, votre boutique, quand l'avez-vous? Oui, ricana Lorieux. Les concierges vous attendent encore. Gervaise resta suffoquée. Elle avait complètement oublié la boutique. Mais elle voyait la joie mauvaise de ces gens, elle pensait que désormais, la boutique était flambée. Dès ce soir-là, en effet, ils guettèrent des occasions pour la plaisanter sur son rêve tombé à l'eau. Quand on parlait d'un espoir irréalisable, ils renvoyaient la chose au jour où elle serait patronne dans un beau magasin donnant sur la rue. Et derrière elle, c'était des gorges chaudes. Elle ne voulait pas faire d'aussi vilaines suppositions, mais en vérité, les Lorieux avaient l'air maintenant d'être très contents de l'accident du Coupeau, qui l'empêchait de s'établir blanchisseuse rue de la Goutte d'Or. Alors, elle-même voulut leur montrer combien elle sacrifiait volontiers l'argent pour la guérison de son mari. Chaque fois qu'elle prenait en leur présence le livret de la caisse d'épargne sur le globe de la pendule, elle disait gaiement: Je sors, je vais plus à la boutique. Elle n'avait pas voulu retirer l'argent toute une fois. Elle le redemandait par 100 francs, pour ne pas garder un si comptable de pièces dans sa commode. Puis, elle espérait vaguement quelques miracles, un rétablissement brusque qui leur permettrait de ne pas déplacer la somme entière. À chaque course à la caisse d'épargne, quand elle rentrait, elle additionnait sur un bout de papier l'argent qu'ils avaient encore là-bas. C'était uniquement pour le mot d'ordre. Le trou avait beau se creuser dans la monnaie, elle tenait, de son air raisonnable, avec son tranquille sourire, les comptes de cette débâcle de leur économie. N'était-ce pas déjà une consolation d'employer si bien cet argent, de l'avoir eu sous la main, au moment de leur malheur? Et sans un regret, d'une main soigneuse, elle replaçait le livret derrière la pendule, sous le globe. Les Goujet se montrèrent très gentils pour Gervaise pendant la maladie de Coupeau. Madame Goujet était à son entière disposition. Elle ne descendait pas une fois sans lui demander si elle avait besoin de sucre, de beurre, de sel. Elle lui offrait toujours du premier bouillon, les soirs où il mettait un pot au feu. Même si elle la voyait trop occupée, elle soignait sa cuisine, lui donnait un coup de main pour la vaisselle. Goujet, chaque matin, prenait les seaux de la jeune femme, allait les remplir à la fontaine de la rue des Poissonniers. C'était une économie de 2 sous. Puis, après le dîner, quand la famille n'envahissait pas la chambre, les Goujet venaient tenir compagnie au Coupeau. Pendant 2 heures, jusqu'à 10 heures, le forgeron fumait sa pipe, en regardant Gervaise tourner autour du malade. Il ne disait pas 10 paroles de la soirée. Sa grande face blonde enfonçait entre ses épaules le colosse, et il s'attendrissait à l'avoir versé de la tisane dans une tasse, remuait le sucre sans faire de bruit avec la cuillère. Lorsqu'il bordait le lit et qu'elle encourageait Coupeau d'une voix douce, il restait tout secoué. Jamais il n'avait rencontré une aussi brave femme. Ça ne lui allait même pas mal de boiter, car elle n'avait plus de mérite encore à se décarcasser tout le long de la journée auprès de son mari. On ne pouvait pas dire, elle ne s'asseyait pas un quart d'heure du temps de manger. Elle courait sans cesse, chez le pharmacien, mettait son nez dans des choses pas propres, se donnait un mal du tonnerre pour tenir en ordre cette chambre où on faisait tout. Avec ça, pas une plainte, toujours aimable, même les soirs où elle dormait debout, les yeux ouverts quand elle était lasse. Et le forgeron, dans sa terre de dévouement, au milieu des drogues traînant sur les meubles, se prenait d'une grande affection pour Gervaise, à la regarder ainsi, aimée, et soignait Coupeau de tout son cœur. Hein, mon vieux, tu vois le recoller, dit-il un jour en convalescent. Je n'étais pas en peine, ta femme est le bon Dieu. Lui devait se marier. Du moins, sa mère avait trouvé une jeune fille très convenable, une dentelière comme elle, qu'elle désirait vivement lui voir épouser. Pour ne pas la chagriner, il disait oui, et les noces étaient même fixées au premier jour de septembre. L'argent de l'entrée en ménage dormait depuis longtemps à la caisse d'épargne. Mais il hochait la tête quand Gervaise lui parlait de ce mariage. Il murmurait de sa voix lente: Toutes les femmes ne sont pas comme vous, madame Coupeau.
Si toutes les femmes étaient comme vous, on en épouserait 10. Cependant, Coupeau, au bout de 2 mois, put commencer à se lever. Il ne se promenait pas loin, du lit à la fenêtre et encore, soutenu par Gervaise. Là, il s'asseyait dans le fauteuil des Lorieux, la jambe droite allongée sur un tabouret. Ce blagueur, qui allait rigoler des pattes cassées les jours de verglas, était très vexé de son accident. Il manquait de philosophie. Il avait passé ses 2 mois dans le lit, à jurer, à faire enrager le monde. Ce n'était pas une existence vraiment de vivre sur le dos, avec une quille ficelée et raide comme un saucisson. Ah, il connaîtrait le plafond par exemple. Il y avait une fente, au coin de l'alcôve, qu'il aurait dessiné les yeux fermés. Puis quand il s'installa dans le fauteuil, ce fut une autre histoire. Est-ce qu'il resterait longtemps cloué là, pareil une momie? La rue n'était pas si drôle, ni passait personne. Ça puait le javel toute la journée. Non, vrai, il se faisait trop vieux. Il aurait donné 10 ans de sa vie pour savoir seulement comment se porter les fortifications. Et il revenait toujours à des accusations violentes contre le sort. Ce n'était pas juste son accident. Ça n'aurait pas dû lui arriver. À lui, un bon ouvrier, pas feignant, pas soulard. À d'autres, peut-être, il aurait compris. Le papa Coupeau, disait-il, s'est cassé le cou un jour de ribote. Je ne puis pas dire que c'était mérité, mais enfin, la chose s'expliquait. Moi, à jeun, tranquille comme Baptiste, sans une goutte de liquide dans le corps. Et voilà que je dégringole, en voulant me tourner pour faire une risette à Nana. Vous ne trouvez pas ça trop fort? J'ai eu un bon Dieu, il arrange drôlement les choses. Jamais je ne ferais ça. Et quand les gens me revinrent, ils gardaient une sourde rancune contre le travail. C'était un métier de malheur, de passer ses journées comme les chats, le long des gouttières. Eux, pas bêtes les bourgeois. Ils vous envoyaient la mort, bien trop poltron pour se risquer sur une échelle, s'installant solidement, au coin de leur feu, et se fichant du pauvre monde. Et il en arrivait à dire que chacun aurait dû poser son zinc sur sa maison. Ben, en bonne justice, on devait en venir là. Si tu ne veux pas être mouillé, mets-toi couvert. Puis il regrettait de ne pas avoir appris un autre métier, plus joli et moins dangereux, celui d'ébéniste par exemple. Ça, c'est encore la faute du père Coupeau. Les pères avaient cette bête d'habitude de fourrer quand même les enfants de leur partie. Pendant 2 mois encore, Coupeau marcha avec des béquilles. Il avait d'abord pu descendre dans la rue, fumer une pipe devant la porte. Ensuite, il était allé jusqu'au boulevard extérieur, se traînant au soleil, restant des heures, assis sur un banc. La gaieté lui revenait, son bagout d'enfer s'aiguisait dans ses longues flâneries. Et il prenait là, avec le plaisir de vivre, une joie de rien faire, les membres abandonnés, les muscles glissant à un sommeil très doux. C'était comme une lente conquête de la paresse, qui profitait de sa convalescence pour entrer dans sa peau et l'engourdir en le chatouillant. Il revenait bien portant, goguenard, trouvant la vie belle, ne voyant pas pourquoi ça ne durerait pas toujours. Lorsqu'il put se passer des béquilles, il poussa ses promenades plus loin, courut les chantiers pour voir les camarades. Il restait les bras croisés en face des maisons en construction, avec des ricanements, des hochements de tête, et il blaguait les ouvriers qui trémaient. Il allongeait ses jambes, pour leur montrer où s'amener de s'esquinter le tempérament. Ces stations voyeuses devant la besogne des autres satisfaisaient sa rancune contre le travail. Sans doute, il se remettrait, il le fallait bien, mais ce serait le plus tard possible. Oh, il était payé pour manquer d'enthousiasme. Puis, ça lui semblait si bon de faire un peu la vache. Les après-midi où Coupeau s'ennuyait, il montait chez les Lorieux. Ceux-ci le plaignaient beaucoup, l'attirait par toutes sortes de prévenances aimables. Dans les premières années de son mariage, il leur avait échappé grâce à l'influence de Gervaise. Maintenant, il le reprenait, en le plaisantant sur la peur que lui causait sa femme. Il n'était donc pas un homme. Pourtant, les Lorieux montraient une grande discrétion, célébraient d'une façon outrée les mérites de la blanchisseuse. Coupeau, sans se disputer encore, jurait à celle-ci que sa sœur l'adorait, et lui demandait d'être moins mauvaise pour elle. La première querelle du ménage, un soir, était venue au sujet d'Étienne. Le zingueur avait passé l'après-midi chez les Lorieux. En rentrant, comme le dîner se faisait attendre et que les enfants criaient après la soupe, il s'en était pris brusquement à Étienne, le voyant une paire de calottes, soignées. Pendant 1 heure, il avait enchaîné. Ce mioche n'était pas à lui. Il ne savait pas pourquoi le tolérer dans la maison. Il finirait par le flanquer à la porte. Jusque-là, il avait accepté le gamin sans ton histoire. Le lendemain, il parlait de sa dignité. 3 jours après, il lançait des coups de pied au derrière du petit, matin et soir, si bien que l'enfant, quand il l'entendait monter, se sauvait chez les Gougés ou la vieille dentellière, lui gardait un coin de la table pour faire ses devoirs. Gervaise, depuis longtemps, s'était remise au travail. Elle n'avait plus la peine d'enlever et de replacer le globe de la pendule, toutes les économies se trouvaient mangées. Et il fallait piocher dur, piocher pour 4, car ils étaient 4 bouches à table. Elle seule nourrissait tout ce monde. Quand elle entendait les gens la plaindre à l'exclusivité de Coupeau, pensait donc qu'il avait tout souffert, ce n'était pas étonnant si son caractère prenait de l'aigreur, mais ça passerait avec la santé. Et sans lui laisser entendre que Coupeau semblait solide à présent, qu'il pouvait bien retourner au chantier et se récrier. Non, non, pas encore. Mais elle ne voulait pas l'avoir de nouveau au lit. Elle savait bien ce que le médecin lui disait peut-être. C'est elle qui l'empêchait de travailler, en lui répétant chaque matin de prendre son temps, de ne pas se forcer. Elle lui glissait même des pièces de 20 sous dans la poche de son gilet. Coupeau acceptait ça comme une chose naturelle. Il se plaignait de toutes sortes de douleurs pour se faire dorloter. Au bout de 6 mois, sa convalescence durait toujours. Maintenant, les jours où il allait regarder travailler les autres, il entrait volontiers boire un canon avec les camarades. Tout de même, on était pas mal chez le marchand de vin. On rigolait, on restait là 5 minutes, ça ne déshonorait personne. Les poseurs, seuls, affectaient de crever de soif à la porte. Autrefois, on avait bien raison de blaguer, attendu qu'un verre de vin n'a jamais tué un homme. Eux, ils se tapaient la poitrine en se faisant un honneur de ne boire que du vin. Toujours du vin, jamais de l'eau de vie. Le vin prolongeait l'existence, ne disposait pas, ne saoulait pas. Pourtant, à plusieurs reprises, après des journées de désoeuvrement, passées de chantier en chantier, de cabaret en cabaret, il était rentré méché. Gervaise, ces jours-là, avait fermé sa porte, en prétextant elle-même un gros mal de tête, pour empêcher les Gougés d'entendre les bêtises de Coupeau. Peu à peu, cependant, la jeune femme s'attrista. Matin et soir, elle allait rue de la Goutte d'Or, voir la boutique, qui était toujours allouée, et elle se cachait, comme si elle eût commis un enfantillage indigne d'une grande personne. Cette boutique recommençait à lui tourner la tête. La nuit, quand la lumière était éteinte, elle trouvait à y songer, les yeux ouverts, le charme d'un plaisir défendu. Elle faisait de nouveau ses calculs. 250 francs pour le loyer, 150 francs d'outils d'installation, 100 francs d'avance afin de vivre 15 jours, en tout 500 francs au chiffre le plus bas. Si elle n'en parlait pas tout haut continuellement, c'était de crainte de paraître regretter les économies mangées par la maladie de Coupeau. Elle devenait toute pâle souvent, ayant failli laisser échapper son envie, rattrapant sa phrase avec la confusion d'une vilaine pensée. Maintenant, il faudrait travailler 4 ou 5 années avant d'avoir mis de côté de si grosses sommes. Sa désolation était justement de ne pouvoir s'établir tout de suite. Elle aurait fourni aux besoins du ménage, sans compter sur Coupeau, en lui laissant des mois pour reprendre au travail. Elle se serait tranquillisée, certaine de l'avenir, débarrassée des peurs secrètes dont elle se sentait prise parfois, lorsqu'il revenait trégué, chantant, racontant quelques bonnes farces de cet animal de mes bottes, auquel il avait payé 1 litre. Un soir, Gervais, se trouvant seul chez elle, Goujet entra, et ne se sauva pas, comme à son habitude. Il s'était assis, il fumait en la regardant. Il devait avoir une phrase grave à prononcer. Il la retournait, la mûrissait, sans pouvoir lui donner une forme convenable. Enfin, après un gros silence, il se décida. Il retira sa pipe de la bouche, pour tout dire d'un trait. Madame Gervaise, voudriez-vous me permettre de vous prêter de l'argent? Elle était penchée sur un tiroir de sa commode, cherchant des torchons. Elle se releva très rouge. Il avait donc vu le matin rester en extase devant la boutique, pendant près de 10 minutes. Lui, souriait d'un air gêné, comme s'il avait fait là une proposition glaçante. Mais elle refusa vivement. Jamais elle accepterait de l'argent sans savoir quand elle pourrait le rendre. Puis il s'agissait vraiment d'une trop forte somme, mais comme il insistait, concernée, elle finit par crier. Mais votre mariage, je ne puis pas prendre l'argent de votre mariage, bien sûr. Oh, ne vous gênez pas, répondit-il en rougissant à son tour. Je ne me marie plus. Vous savez, une idée. Vrai, j'aime mieux vous prêter l'argent. Alors, tous deux baissèrent la tête. Il y avait entre eux quelque chose de très doux qui ne les séparait. Gervaise accepta. Goujet avait prévenu sa mère.
Il traversa le palier, allèrent la voir tout de suite. La dentelière était grave, un peu triste, son calme visage penché sur son tambour. Elle ne voulait pas contrarier son fils, mais elle n'approuvait plus le projet de Gervaise. Et elle dit nettement pourquoi. Coupeau tournait mal. Coupeau, il mangerait sa boutique. Et elle ne pardonnait surtout pas aux Angueurs d'avoir refusé d'apprendre à lire pendant sa convalescence. Le forgeron s'était offert pour lui montrer, mais l'autre l'avait envoyé dinguer, en accusant la science de négrer le monde. Cela avait presque fâché les deux ouvriers. Ils allaient chacun de son côté. D'ailleurs, Madame Gouget, en voyant les regards suppliants de son grand enfant, se montra très bonne pour Gervaise. Il fut convenu qu'on prêterait 500 francs aux voisins. Ils le rembourseraient en donnant chaque mois un acompte de 20 francs. Ça durerait ce que ça durerait. Dis donc, le forgeron de Fenlight, s'écria Coupeau en riant, quand il apprit l'histoire. Oh, je suis bien tranquille, il est trop godiche. On lui rendra son argent, mais vrai, s'il avait affaire à la friponne, il serait joliment jobardé. Dès le lendemain, les Coupeaux louèrent la boutique. Gervaise courut toute la journée, de la rue Neuve à la rue de la Goutte d'Or. Dans le quartier, la voir passer ainsi, légère, ravie au point de ne plus boiter, on racontait qu'elle avait dû se laisser faire une opération.